Bonjour à toutes et à tous. Je suis Carmen de Lavalloire, directrice du CEAPSI. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Aboubakri Tamboura, responsable de l'Observatoire et développement au CEAPSI. Nous Bonjour. sommes très heureux de vous accueillir pour ce troisième webinaire de la série Psychiatrie en mouvement, impulsé et porté par l'Agence régionale de santé Île-de-France. Ouvert à tous, ces webinaires contribuent à rendre visible auprès du grand public les évolutions des prises en soins et d'accompagnement des patients et des équipes de psychiatrie, par les équipes de psychiatrie. Merci à chacun et à chacune d'avoir pris ce temps pour être avec nous et vous êtes nombreux. Avant de commencer, quelques éléments pratiques. Le webinaire est enregistré. Pour celles et ceux qui souhaitent le revoir ou le partager à leur réseau, il sera disponible en replay au plus tard fin de semaine prochaine. Vous pouvez aussi utiliser l'onglet chat pour réagir tout au long de la session. Pour les questions aux intervenants, nous vous inviterons à les écrire dans cet onglet. Nous prendrons un temps à la fin de la présentation pour partager vos questions, vos commentaires et l'équipe y apportera son précieux éclairage. Une présentation rapide du déroulement. Tout d'abord, une introduction du webinaire par Madame Julia L'Excellent, chargée de mission santé mentale et psychiatrie à la direction de l'offre de soins à l'ARS Île-de-France. Ensuite, il y aura une présentation individuelle des membres de l'équipe du Centre d'évaluation précoce et d'intervention pour adolescents du groupe hospitalier Nord-Essonne, CEPIA. Je passerai ensuite la parole à Aboubakri Tamboura, qui présentera la thématique en lien bien sûr avec l'équipe. Et pour commencer, nous donnons la parole à Madame Julia L'Excellent. À vous. Bonjour à tous, donc Julia L'Excellent, chargée de mission santé mentale et psychiatrie à l'Agence régionale d'Île-de-France. Premièrement, je vous remercie tous de votre participation. On est ravis de vous accueillir pour ce troisième webinaire Psychiatrie en mouvement, donc animé par le CAPSI en partenariat avec l'ARS. Comme l'a dit Madame de Lavalloire, on avait souhaité mettre en place ces webinaires pour diffuser et valoriser les bonnes idées et les bonnes pratiques que vous, équipe de psychiatrie, vous mettez en place sur des prises en charge et des thématiques de soins, mais qui sont en fait partagées par tout le monde. L'objectif, c'était pas tant finalement de diffuser des projets de très grande envergure ou très chiadés, mais plutôt diffuser des initiatives créées au sein des services, mais qui ont trouvé leur efficacité et leur pertinence et qui pourraient inspirer d'autres équipes sur le territoire. Donc, 2 webinaires ont déjà été réalisés, qui sont en replay. Un sur un dispositif d'accès au logement, présenté par une équipe de Ville-Évrard dans le 93 et un deuxième sur les soins somatiques, par une équipe, de Plaisir, dans les Yvelines, qui sont disponibles en replay, si vous le souhaitez. Et donc aujourd'hui, nous avons souhaité, présenter un dispositif qui est porté par le groupe hospitalier de Nord-Essonne, donc dans le 91, sur la structuration et la prise en charge, intensive de crise ou post-urgence en pédopsychiatrie. Nous savons que l'état de santé des adolescents, et des jeunes, se dégrade, notamment depuis la crise sanitaire et qu'en parallèle, la pédopsychiatrie est soumise à de très fortes tensions face à une hausse des demandes et des difficultés en ressources humaines. Donc ce dispositif structuré appelé CEPIA que l'équipe, va vous présenter, permet finalement dans un contexte de ressources limitées, comme on le sait, d'apporter une réponse, structurée à des besoins partagés, par tous les acteurs qui prennent en charge, des adolescents, sur la thématique de la santé mentale. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et je laisse la parole à l'équipe du GHNE pour se présenter et merci à tous et bonne écoute. Merci beaucoup. Effectivement, on va laisser l'équipe se présenter individuellement. Pour commencer, Docteur Euh, Bourgin. mer- Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de présenter notre dispositif, donc le CEPIA, sur lequel on va revenir en détail. CEPIA pour Centre d'évaluation précoce et d'intervention pour adolescents. Et donc moi, je suis le docteur Julie Bourgin-Duchesnay et je suis pédopsychiatre, chef de service de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au GHNE. Bonjour, je suis Guillemette Opno, je suis infirmière de liaison en pédopsychiatrie aux urgences pédiatriques de l'hôpital Paris-Saclay. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Lucille Vignier, psychologue sur le CEPIA. Bonjour à tous, Noémie Grimal, psychologue sur le CEPIA également.
Bonjour, je m'appelle Mélanie D'Alessandre, je suis infirmière au CPA. Bonjour, je m'appelle Fatima Bendassel et je suis secrétaire médicale au niveau du CPA. Merci beaucoup. Vous êtes Mm. nombreuses derrière Ouais, l'écran. belle Vraiment, c'est équipe. formidable. C'est une équipe qui est en force. Donc, c'est formidable. On a hâte d'en savoir plus et je vais passer la parole justement à Aboubakry Tamboura qui va introduire aussi le propos de ce webinaire en lien avec l'équipe. Merci Carmen. Effectivement, donc voilà, beaucoup de choses ont déjà été dites en introduction, donc je vais pas être trop rentré dans le détail, et puis d'autant plus qu'il y a la présentation qui suit derrière. Donc on l'a dit, c'est la troisième édition de ce format de valorisation, et ça touche une population donc qui est spécifique, celle des jeunes, et on sait à quel point cette période elle est particulière en termes de parcours, et qu'il est important que les réponses des dispositifs soient adaptées. Et donc le dispositif qui est porté aujourd'hui par Sepia et le GHNE qu'on va vous présenter aujourd'hui, il répond à un enjeu de prise en soin de ces jeunes qui soit suffisamment étayé en termes d'intensité, on va le voir, mais aussi en termes de regard croisé entre différentes disciplines. Donc ça va être un élément, je trouve, assez important dans la présentation d'aujourd'hui, pour éviter notamment le recours systématique aux hospitalisations et apporter une réponse mesurée à ces adolescents et leurs familles. Donc je sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Comme d'habitude, quelques éléments de contexte. Donc, je vais donner la parole au docteur Bourgin pour nous parler un peu de cette population de ces jeunes et de ce que les données récentes disent de leur santé mentale, mais aussi un regard sur l'évolution dans le temps. Allez-y, je vous en prie. Euh, Merci Aboubakry. Alors, pour commencer, quelques chiffres sur les problématiques de santé mentale chez les jeunes. Donc, nous avons bien connaissance que la période de 12 à 25 ans est une période charnière avec des changements au niveau biologique, psychologique, sociaux. Donc ça, c'est vraiment la définition des modifications pendant cette période de vulnérabilité globale. Les données sont assez préoccupantes sur le plan de la santé mentale des jeunes. À l'échelle mondiale, un jeune âgé de 10 à 19 ans sur 7 souffre d'un trouble mental, ce qui représente 15% de la charge mondiale de morbidité dans cette tranche d'âge. Donc on parle de trouble mental au sens large. Depuis longue date, nous savons malheureusement que le suicide est la troisième cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 30 ans. Ça, c'est une source qui est liée à l'Organisation mondiale de la santé. Et globalement, 14% des collégiens et 15% des lycéens présentent un risque important plutôt de dépression. Les difficultés, c'est que pour répondre à ce mal-être, il y a une hausse des passages aux urgences, non pas forcément que pour des gestes suicidaires, mais néanmoins pour une expression d'idéation suicidaire, notamment chez les jeunes âgés de 11 à 17 ans, comme en témoignent les chiffres de plus de 194% entre 2019 et 2023 selon Santé publique France. Donc c'est une hausse énorme du passage aux urgences en 4 ans, avec comme motif principal d'entrée aux urgences l'expression d'idéation suicidaire. On sait aussi, malheureusement, mais on parvient de plus en plus à y pallier, que le délai d'accès aux soins pour les troubles de nature psychiatrique émergents et notamment les troubles psychotiques débutants est compris entre 2 et 5 ans et parfois bien plus dans les soins courants, près de 10 ans par exemple pour les troubles bipolaires. Une note positive, il y a quand même une tendance à la baisse quand on dézoome et qu'on regarde surtout le nombre effectif de suicides chez les jeunes parents. Et ça, on l'oublie, mais c'est quand même une bonne nouvelle. En 1994, Santé publique France relatait 800 suicides de jeunes parents voilà, sur l'année de 1994. Et en 2017, nous étions plutôt autour de 300 et en 2022, autour de 350. Donc, on a depuis finalement de 1994 à 2022, presque en 30 ans, on a divisé de plus par plus de 2 le nombre total de suicides par an des jeunes. Donc voilà, restons positifs, il y a quand même des choses qui sont faites pour que on n'en arrive pas à un geste fatal. Mm. Oui, ce dézoom historique permet vraiment de se rendre compte qu'il y a une tendance baissière finalement
le nombre de suicides. Par contre, ce que vous disiez sur la hausse des idéations et de l'expression finalement de ces problématiques, là, il faut effectivement des réponses par rapport à ça. Exactement. Alors, on va poursuivre. Je vous laisse la parole peut-être pour nous parler de l'intervention précoce, hein, dont on parle aujourd'hui comme un modèle. C'est important, je pense, pour nos auditeurs de comprendre dans quel cadre On se situe. on se situe. Oui. Donc, notre référentiel, effectivement, se situe dans le cadre référentiel, on va dire, théorique de l'intervention précoce, au sens du modèle de staging qui a été initié principalement par le grand pionnier de l'intervention précoce, c'était Patrick McGorry en Australie. Et ça commence à dater maintenant, mais l'idée a été de pouvoir se représenter l'évolution des troubles chez le sujet jeune en période de vulnérabilité comme plutôt, au lieu d'être sur des simples catégories diagnostiques, plutôt comme une évolution symptomatique en termes de sévérité qu'on qualifie de staging. Ça signifie que dans ce modèle, qu'on peut penser les troubles de façon transdiagnostique avec la capacité à les prendre en charge plus tôt, même si la clinique n'est pas encore complètement figée. Et justement, c'est l'objectif, c'est de ne pas intervenir quand elle est figée, mais bien plus en amont. Alors, c'est plus difficile au sens clinique du terme, puisque nous avons affaire à des tableaux précoces peu spécifiques comme en témoigne ce graphique où l'on voit bien qu'au stade 1B, qui correspond finalement au stade classiquement de risque d'évoluer vers un trouble psychiatrique constitué, eh bien, nous avons autant des affects, des troubles émotionnels que des troubles éventuellement de difficultés d'organisation des idées, voire des phénomènes hallucinatoires, mais tout ça a une intensité et à une fréquence qui ne permettent pas de qualifier la situation clinique du stade 2, c'est-à-dire stade 2 qui est en fait un premier épisode constitué, et un premier épisode constitué, qu'il soit psychotique ou dépressif sévère caractérisé, c'est quand en fait la situation clinique du jeune dépasse un seuil d'intensité symptomatique et de fréquence, et sur une durée suffisamment longue, et il faut jamais oublier, avec un retentissement fonctionnel, puisque finalement présenter des troubles, si tout va bien par ailleurs, ça regarde moins, ça convoque moins la question de la psychiatrie, qu'elle soit de la pédopsychiatrie ou la psychiatrie adulte. Et ce modèle est assez séduisant parce qu'il est assez, il correspond un peu au modèle finalement de l'hypertension artérielle, où on va mettre en place, même si on n'est pas dans une hypertension artérielle qu'on qualifie, qui nécessite un traitement antihypertenseur, par exemple, on sait qu'on va pouvoir être dans une zone, par exemple la zone 1B, pourrait correspondre à une zone où on va conseiller aux patients des règles hygiéno-diététiques, le fait de limiter les aliments salés, par exemple. Donc, ce stade 1B est un stade qui est crucial dans l'avenir de la psychiatrie, mais également de la pédopsychiatrie au sens large, puisque c'est la capacité à pouvoir rationaliser nos interventions et à se repérer dans le temps, et notamment dans la capacité à pouvoir se dire qu'on va essayer d'éviter que la maladie progresse. Donc, ça vise principalement les jeunes qui présentent des troubles émergents entre 12 et 25 ans. L'idée, c'est quand on se représente les choses en termes de stadification, on peut s'autoriser à donner des soins intensifs, même si on n'est pas dans une catégorie diagnostique franche, de manière à être vraiment dans un référentiel de prévention, ce qui est rare. Dans la discipline de psychiatrie, on a encore des grandes difficultés à être dans la question de la prévention. Euh, il y a cette notion de réduire le délai d'accès aux soins, réduire, c'est-à-dire que si on est à un stade 2, eh bien, figurez-vous qu'on peut repasser à un stade 1B. Et donc ça, c'est aussi important à avoir en tête. On n'est pas obligé d'être dans un train. On peut avoir juste pris le ticket et ne pas être montré dans le train, avoir le ticket et être monté dans le train, mais s'arrêter en gare pour faire demi-tour. Et ça, c'est important en psychiatrie. Et donc en France, cette notion d'intervention précoce, elle est promue par le réseau Transition de l'Institut psychiatrique et porté par le professeur Marie-Odile Krebs. Et nous, sur les territoires nord-essonne, on le porte déjà depuis plusieurs années avec toute l'équipe multidisciplinaire qui est rompue à cet exercice de l'intervention précoce dans le quotidien.
Merci, je pense que c'est très important effectivement de préciser, enfin pour nous, en termes de pédagogie, que c'est un modèle d'intervention et je pense que ce que vous disiez sur notamment la temporalité dans laquelle elle s'inscrit, c'est très spécifique, donc au-delà de la seule souffrance psychique, mais avant que les troubles ne se soient installés, c'est à ce moment-là que c'est pertinent d'engager cette démarche. Donc merci pour ces éclairages. Carmen, je te passe la main du coup pour la Merci. suite. Merci beaucoup Aboubakri. Juste un petit rappel, en introduction, j'ai partagé le fait de pouvoir faire des commentaires, poser des questions sur le chat et c'est possible plutôt de partager justement vos commentaires et vos questions sur le petit logo qui est en bas, Q&R, avec un petit point d'interrogation. C'est là où vous allez pouvoir aussi vous exprimer et puis on prendra vos questions et vos commentaires en fin de présentation. Je vais poursuivre justement et donner encore la parole justement au docteur Bourgin qui va nous présenter aussi justement le dispositif avec son accès au dispositif, présenter aussi toute la dimension de l'équipe qui est très fournie et vraiment très pertinente et puis nous parler des modalités d'intervention. Donc là, il y a vraiment toute la dimension organisationnelle qui a été pensée pour s'appliquer à ce projet et je vous laisse en parler. Merci de nouveau, Carmen. Alors, le CEPIA, le Centre d'évaluation précoce et d'intervention pour adolescents. Finalement, ça regroupe plusieurs types de possibilités d'accès aux soins pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. On va dire qu'historiquement, c'était un CMP déjà dynamique avec des valences multiples. Ces valences multiples sont de la consultation classico-classique, mais avec une notion de réactivité, d'accessibilité qui nous est chère et qui font qu'on peut s'autoriser à se dire qu'on travaille dans le réseau de transition et de l'intervention précoce, c'est-à-dire qu'on donne une réponse la plus rapide possible. Donc là, c'est l'accès aux soins plus classique, comme on pourrait se l'imaginer sur un CMP. La valence thérapeutique très fournie en groupe thérapeutique, euh, la particularité, mais on y viendra, je laisserai mes collègues le présenter, des multidisciplinaires et très en cohérence et en cohésion les uns avec les autres, avec des collègues de différents horizons et notamment psychologues, care managers, secrétaires, psychiatres. Donc là, on va détailler après le rôle de chacun. Et ce dont on parle aujourd'hui et qu'on va approfondir, c'est notre protocole urgence et on va y venir, qui permet de répondre finalement à la crise à 90% des cas, qui est une crise suicidaire. Donc, le CEPIA sont pour les jeunes ados. Soit le jeune appelle directement, mais il faut quand même toujours que ce soit un majeur qui prenne la question de la responsabilité des soins. Et je vous disais équipe pluridisciplinaire, les chiffres, c'est 2 ETP de secrétariat. Donc on est quand même relativement en nombre, hein. On a cette chance, mais c'est une chance qu'on cultive au quotidien, c'est-à-dire qu'on a régulièrement augmenté notre capacité d'action en termes de ressources humaines liées à différents projets sur lesquels les gens se sont greffés, motivés et investis. Donc 5 ETP Care Manager, on vous décrira ce que c'est que la fonction de Care Manager. 3 ETP de collègues psychologues, donc ETP pour équivalent topien, et 4,5 ETP psychiatre, ce qui paraît énorme. C'est vrai, il faut savoir que chaque psychiatre sur notre dispositif a des missions sur le CEPIA, mais également dans d'autres dispositifs. Donc on a comme ça des casquettes cliniques multiples. La constante, c'est qu'une fois que la demande a été screenée, évaluée et qu'elle correspond à ce qu'on peut offrir comme évaluation et prise en soin sur le CEPIA, c'est d'avoir immédiatement la mise en place d'un care management et plutôt d'un care manager d'ailleurs, pour pouvoir faire du care management. Et on vous expliquera ce que ça signifie en pratique avec la spécificité qu'on est sur des adolescents, donc c'est pas exactement la même chose pour des jeunes majeurs, là on est sur du jeune mineur.
jeunes mineurs, donc il y a tous les aspects avec la scolarité hein, qui sont importants, par exemple, donc, le lien avec la scolarité qui est un peu différent que quand on est dans les études supérieures. Et puis, il y a ce fameux protocole urgence, en plus des groupes thérapeutiques qui existent sur le CEPIA. Voilà, donc on va approfondir la notion de protocole urgence sur les slides à venir. Merci beaucoup. Alors, dans cette présentation, justement, je trouve que le rôle du care manager, puisque 5 ETP, c'est pas rien, apparaît déjà ici comme un pivot structurant du dispositif, ce qui me semble un point fort aussi du modèle. Vous allez nous en parler d'une manière un peu plus précise. Et nous allons laisser la parole justement à l'équipe Noémie Grimal, Mélanie Davison et Fatima Benlassen qui vont nous présenter justement le séquencement de l'intervention. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Fatima, je suis la secrétaire du CEPIA, une des secrétaires du CEPIA. Donc, c'est nous qui recensons toutes les demandes de PU, donc protocole d'urgence, les jeunes qui sont mis sur le protocole d'urgence. Donc, chaque demande qui est faite sur le protocole d'urgence est faite après un adressage médical. Donc, soit par des jeunes qui sont vus au niveau des urgences, donc où ils vont être évalués et mis sur le protocole d'urgence par un des médecins, ou soit sur des jeunes qu'on suit déjà au niveau du CEPIA et où, par exemple, après une consultation care management, on va demander à l'avis d'un médecin pour avoir justement, pour savoir si on doit le mettre ou pas sur le protocole d'urgence. Donc, toutes les demandes transitent par nous au secrétariat. On est un peu les premiers interlocuteurs. Après, on peut avoir aussi des demandes directes hein, de personnes, en fait, des demandes de prise en charge. Et après, quand on suspecte en fait un état un peu grave du jeune, on demande avis auprès du médecin pour savoir si justement il ne faut pas évaluer rapidement et mettre en fonction sur le protocole d'urgence. Donc après la demande qui est faite, on nomme un care manager qui va faire les premiers entretiens, entretien médical, entretien soignant, plus les auto-questionnaires. Et après ces éléments, généralement, on en discute en réunion pour savoir justement s'il y a besoin de mettre sur le protocole d'urgence. Vu que sur le protocole d'urgence, on a 3 réunions par semaine, où on se réunit, donc c'est multidisciplinaire et en fait tous les soignants, psychologues, médecins, tout le monde est là et puis là on peut voir si on doit mettre ou pas sur le protocole d'urgence. Donc quand le jeune est mis sur le protocole d'urgence, donc là on dit qu'il est passé aux urgences, il est mis sur le protocole d'urgence, donc il y a un care manager qui est nommé d'office. Il y a un médecin responsable qui soit l'a vu au niveau des urgences ou soit qui est responsable sur la journée de mise sur le protocole d'urgence. Et on met en place aussi des évaluations psychologiques. Donc, il y a avec nos psychologues référentes et il y aura toujours une psychologue référente qui sera sur le jeune. Donc, pendant ce protocole d'urgence, le jeune va avoir droit à des évaluations individuelles. Donc, une fois par semaine. Donc, en moyenne, il y a 3 évaluations sur le parcours du protocole d'urgence. Donc, sur notre protocole d'urgence, on met en place un groupe thérapeutique. Donc, les groupes thérapeutiques ont lieu 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi, et dont une session de thérapie multifamiliale, donc avec les parents, une fois par semaine, donc sur les 3 semaines. C'est toujours aux mêmes horaires. C'est toujours animé par un binôme de soignants, donc généralement care manager et psychologue, ou 2 care managers, ça dépend. En fait, c'est sur le protocole multifamilial qu'il y aura une psychologue. Voilà. Ensuite, pendant le protocole d'urgence, il y a des évaluations qui sont faites aussi par les médecins régulièrement. Et à la fin du protocole d'urgence, on a une évaluation de fin de protocole d'urgence sur lequel il y aura un médecin, un care manager et un psychologue. Et là, en fait, à cette évaluation de fin de parcours, on va justement évaluer la situation du jeune
et prévoir le projet de soins qu'on va pouvoir mettre en place à la fin de ce protocole d'urgence. Et pour voir les bénéfices du protocole d'urgence par rapport aux jeunes, parce que des fois, il peut y avoir aussi, ça ne s'arrange pas, et là, on va envisager peut-être une hospitalisation, mais c'est très rare, mais voilà, ça peut être possible. Mais généralement, à la fin du protocole d'urgence, on met en place des rendez-vous, des groupes thérapeutiques, et voilà, et puis le jeune est pris en charge au niveau du CPIA après son protocole d'urgence. Est-ce Ah que ouais. vous voulez compléter cette présentation? Non? Non, non, Oui? c'est, En fait, on a décidé de faire le séquencement de l'intervention. voilà. Après, c'est le rôle de la liaison. D'accord. On a décrit grossièrement les groupes thérapeutiques et ensuite on va avoir l'intervention de notre collègue Guillemette Aupenaud sur la liaison. Voilà. Parfait. Parfait. Parfait, très bien. C'est vrai que dans votre présentation, ce séquencement-là, je trouve qu'il est très structuré sur ces 3 semaines et ça donne vraiment un cadre contenant qui, j'imagine, doit être particulièrement pertinent en situation de crise aiguë des jeunes. Oui, tout à fait. Oui. Oui, oui, et c'est-à-dire que la particularité de ce protocole urgence est qu'il soit très routinisé, donc au sens où c'est tout le temps les mêmes jours, les mêmes horaires, lundi, mercredi, vendredi, avec des binômes de soignants qui peuvent évoluer en fonction des jours. Mais néanmoins, c'est 3 semaines, 3 groupes thérapeutiques pendant 3 semaines et 3 jours par semaine. Donc le maître mot, c'est 3 plus 3 évaluations psychologiques faites par la psychologue qui est nommée référente de la situation. Donc le jeune, il a un care manager référent, il a une psychologue référente, et il a 3 groupes thérapeutiques par semaine. Et tout ça pendant 3 semaines. Donc en fait, il voit la psychologue une fois par semaine à l'issue du groupe, habituellement, enfin régulièrement. Les 3 groupes thérapeutiques avec celui du mercredi qui est dédié aux familles, c'est-à-dire parents plus enfants, c'est ce qu'on appelait le groupe de thérapie multifamiliale. Et enfin, le médecin qui a adressé sur le protocole urgence va avoir à peu près 2 fois au cours du protocole urgence le jeune. Et à l'issue de ces 3 semaines, il y a un rendez-vous global avec la psychologue référente qui a évalué la situation en entretien individuel, le care manager qui a été nommé référent de la situation, qui peut du coup aussi nous extraire tout ce qui s'est passé dans les groupes, et le médecin, la famille et le jeune. Et à ce moment-là, on peut concrétiser un projet de soins en aval qui aura été aussi réfléchi en amont lors des réunions que vous évoquez, Fatima Benhassen, c'est-à-dire les réunions, c'est-à-dire avant chaque groupe thérapeutique, nous nous réunissons sur la fameuse réunion urgence, donc le lundi, mercredi, vendredi avant. Donc c'est très routinisé. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais peut-être passer la parole justement à Guillemette Opono Oui. pour nous présenter le rôle de l'équipe de liaison pédopsychiatrique. Bonjour à tous. Je vais donc vous parler de l'équipe de liaison de pédopsychiatrie qui existe depuis plus de 10 ans, auparavant mobile sur les urgences pédiatriques et les urgences adultes de l'hôpital d'Orsay. Nous avons pu, depuis l'ouverture de l'hôpital Paris-Saclay, nous doter d'une équipe in situ présente de 9h à 18h. Qui se compose de 3 soignantes, 2 infirmières qui ont déjà de l'expérience en psychiatrie et une infirmière en pratique avancée, qui a également des missions de recherche. Alors, comment se passe un petit peu la journée de l'équipe de liaison et le parcours du patient qui arrive aux urgences? À 9h, nous participons au staff avec les équipes des urgences pédiatriques, des internes et de l'équipe de salle de pédiatrie, où on check les différentes arrivées de la nuit, du soir et de la nuit, puisque c'est les pédiatres qui prennent le relais comme nous ne sommes pas là. Ensuite, les infirmières font une première évaluation assez approfondie sur le plan clinique, sur le plan social également, demandent l'avis de l'assistante sociale lorsque cela est nécessaire. Euh,
et peuvent également faire appel à la psychologue de pédiatrie pour voir les patients qui sont hospitalisés depuis quelques jours. Euh, Après ce premier débriefing de la situation, les médecins d'astreinte, donc il faut savoir que les urgences fonctionnent grâce à l'ensemble de l'équipe médicale de pédopsychiatrie qui sont d'astreinte, environ 2 fois par mois. Voilà, tous les médecins du service en fait tournent sur les urgences. Et ensuite, nous voyons les patients que nous avons évalués le matin, également les patients qui arrivent au cours de l'après-midi. Donc, ces patients, quand ils arrivent aux urgences en cours de journée, sont d'abord vus par le médecin pédiatre ou l'interne de pédiatrie afin de faire déjà un bilan de la santé physique du patient, éventuellement des bilans sanguins, des recherches de toxiques. Des choses comme ça. Ils sont ensuite vus d'abord individuellement et ensuite avec leurs parents, puisque la famille est très importante chez le patient mineur et fait pleinement partie de la prise en charge. Euh, et ensuite, suite à cette évaluation, différents parcours se dessinent. Le premier, le patient ne présente pas de danger immédiat de passage à l'acte et peut rentrer au domicile. Nous pouvons, si par exemple il y a des idées suicidaires sans risque de passage imminent, les mettre par exemple sur le protocole d'urgence ou les adresser vers le CEPIA pour une prise en charge plus ou moins rapide en fonction de la gravité en fait des symptômes présentés. Euh, Si nous jugeons nécessaire de garder les patients quelque temps pour les mettre à l'abri, par exemple, pour des patients ayant des scénarios bien établis, nous pouvons les garder quelques jours dans l'unité d'hospitalisation de courte durée des urgences, dans lequel nous avons une chambre d'isolement sécurisée et également d'autres chambres plus classiques. Cela pour des durées généralement d'une ou 2 nuits, 3 nuits maximum. Euh, Certains patients demandent de rester aux urgences pour leur sécurité ou pour se mettre à distance des difficultés qu'ils rencontrent. Euh, et si les patients nécessitent une hospitalisation ou si l'on pense que la durée d'hospitalisation va excéder 3 jours, nous pouvons également demander leur hospitalisation dans l'unité de pédiatrie. Parfois pour permettre aussi un bilan somatique plus détaillé en attente d'une hospitalisation, par exemple pour des décompensations des premiers épisodes psychotiques. Euh, voilà. Et de plus, lorsque le patient reste plusieurs jours en pédiatrie, il y a également le passage de l'école à domicile, des news roses, de l'éducateur sportif, qui permet de rythmer un petit peu aussi les journées de nos jeunes. Donc, nous transmettons ensuite, donc, quand les patients sont du secteur, parce qu'aux urgences de Paris-Saclay, on accueille principalement des patients de notre secteur, mais également des autres secteurs de l'Essonne. Il y a à peu près toutes les Essonnes, d'ailleurs. Lorsque les patients dépendent du CEPIA, nous avons donc plusieurs outils, le passage des autoquestionnaires, l'adressage au protocole d'urgence. Voilà, notre chemin à nous est bien fléché. Quand il s'agit de patients d'autres secteurs, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons euh, sur les autres secteurs de l'Essonne qui proposent aussi des soins en ambulatoire. Voilà, qui ressemblent un petit peu à notre prise en charge, un petit peu différente. Euh, voilà, en gros, un petit peu le fonctionnement des urgences. Ouais. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que dans votre présentation qui est très précise, je me disais aussi que les compétences en tant qu'infirmière sont vraiment mises en avant aussi avec toute cette approche très clinique aussi. Et le relais, ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant aussi. Je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots aussi par rapport à votre expérience. Euh, c'est effectivement un poste qui est très riche de par la diversité des patients rencontrés,
de l'estime qu'on peut avoir aussi des équipes de pédiatrie, de demande de conseils, qu'on peut avoir aussi de la part des équipes de somatique qui sont un petit peu moins rompues à l'exercice et tout le travail au fait, enfin, sur l'acceptation aussi de façon générale du patient présentant des troubles psychiatriques dans les services de soins. Je trouve que le fait qu'on soit sur place a permis vraiment d'avancer en fait sur cette question-là et sur la non-stigmatisation du patient présentant des troubles psychiatriques. Voilà, c'est un poste très intéressant, très riche, voilà, passionnant et voilà. Et exigeant quand même. Ah oui, oui, ça on imagine, tout à fait, tout à fait. Mais il y a vraiment, là on voit toute la dimension d'un travail pluridisciplinaire d'équipe avec voilà une circulation de l'information, la prise en compte vraiment des approches, des observations des uns et des autres. Donc c'est vraiment extraordinaire. J'avais une petite question. Comment se fait la priorisation des situations lorsque plusieurs entrées urgentes ont lieu sur le même créneau, par exemple? Euh, on les voit tous, quitte à D'accord, plus tard, et en général par ordre d'arrivée. Et alors, quand on a des patients dans des lits, on pense qu'ils sont susceptibles de rester. On va d'abord voir les jeunes euh, pour qui on pense qu'un retour à domicile est possible, puisque voilà, pour leur permettre de sortir un peu plus rapidement. Et on verra par la suite les patients qui vont être qu'on pense devoir être hospitalisés ou qui sont déjà hospitalisés et qui vont rester hospitalisés quelques jours. Mais on voit tous les patients qui se présentent aux urgences. Oui, alors fort heureusement, les urgences, on est une équipe de liaison et nous ne sommes pas des urgences pédopsychiatriques, donc nous sommes en liaison aux urgences pédiatriques. Et donc, heureusement qu'on n'a pas des brancards entiers quand même, comme on imagine la situation aux urgences. Nous avons dans le lot de tous ces brancards et demandes en pédiatrie des situations qui relèvent de la pédopsychiatrie. Mais c'est ce qui fait qu'il faut vraiment garder ce travail conjoint avec les pédiatres parce que on n'alimente pas des urgences. On est plutôt dans la gestion de la crise d'ailleurs qu'une urgence. C'est-à-dire qu'il y a personne qui arrive avec une urgence pédopsychiatrique, ça n'existe quasiment pas. En revanche, des crises et des jeunes qui sont perdus dans leur parcours de soins ou qui démarrent un parcours de soins, malheureusement, se retrouvent aux urgences et devraient être peut-être ailleurs. Mais ça n'est pas un risque vital. Si c'est un risque vital, de toute façon, ça relève de la pédiatrie. Ça veut dire qu'il y a eu un geste, etc. Donc, il y a vraiment cette fonction support qui est faite. On pallie au fait qu'on n'arrive pas à accueillir ces jeunes dans nos dispositifs de consultation de crise, en fait, finalement. Je dirais la seule urgence, le patient qu'on voit tout de suite, c'est le patient qui va arriver, qui est délirant et agité. Voilà. Voilà. Et c'est pas. Mais c'est pas du tout, enfin, c'est vraiment un tout petit pourcentage infime, en fait, de tous les patients qu'on voit. merci beaucoup pour ces précisions. Je, Merci. je vais repasser la parole à Aboubacry. Merci Carmen. Effectivement, donc dans la suite du déroulé et aussi de l'exposé, on va dire, des métiers qui composent le dispositif, il y avait la question du care manager. Et voilà, donc là aujourd'hui, l'idée d'en parler avec Madame Davison, qui va nous parler de ce métier, le care management, et tout, comment il est pratiqué au sein du dispositif CPAPU. Merci et bonjour à tous. Moi, je suis le Care Manager au CPIA depuis 2021. Donc, j'ai trouvé ce rôle de Care Management très intéressant pour un soignant, l'infirmière, une éducatrice spécialisée, parce que c'est vraiment un travail en pluridisciplinaire avec l'équipe, avec beaucoup de communication, beaucoup d'interaction, et ça demande vraiment une chose d'être en lien avec les familles, en lien avec les jeunes et aussi capable de transmettre les choses cliniques et aussi notre évaluation globalement de famille et enfants. Et moi, je trouve vraiment passionnée. Donc, le care manager donne au CPA. On suit les jeunes
en début de soins. C'est notre travail d'accueillir les jeunes au sein de CEPIA, d'amener les jeunes et la famille aux soins, de soutien à cette demande de prise en charge. Donc, travaille très en individuel avec les jeunes. On donne notre numéro de téléphone. Et si une jeune, je vais commencer par passer par les urgences. Si une jeune passe par les urgences, notre collègue de liaison va appeler pour une prise en charge. Nous, on est astreinte cette jour-là. On prend le jeune et quand il vient au protocole d'urgence pour la première fois, on fait connaissance, on nous présente et après, on donne le lien avec la famille pour ils peuvent nous appeler s'ils ont des questionnements. Donc déjà, au premier abord, on est là en individuel avec eux. Donc, comme le protocole d'urgence est mis en place, l'écoute thérapeutique, il y a les care managers qui animent l'écoute thérapeutique. Donc, on a un lien avec les jeunes pour l'évaluation cliniquement. Est-ce qu'il y a les difficultés de communication? Est-ce qu'ils ont les symptomologies présentées de dépression? Et on fait un retour aux équipes dans la réunion d'urgence qui était déjà discutée. Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment de faire une liaison avec notre équipe pour voir quel projet de soins le jeune a besoin pour le protocole d'urgence, pour gérer les crises, pour être dispo et pour être avec eux, accompagné pendant 3 semaines et rassurer eux, la famille cette prise en charge dans un moment très difficile pour les familles et les jeunes. Donc aussi, on va être en lien avec nos partenariats, donc les infirmières scolaires, le psychologue en ville s'il faut, et on fait un retour aux équipes, qu'est-ce qu'il y a pour vraiment avoir cette prise en charge globale et plus disciplinaire pour les jeunes. Nous, on voit les jeunes aussi pour le protocole d'urgence avec un auto-questionnaire pour valider tous les facteurs de risque pour l'adolescent. C'est le génétique, c'est le niveau développemental, social, et on fait un retour au auto-questionnaire. Ça aussi, dans notre travail de jour à jour au CEPIA, c'est le premier entretien, quand c'était déjà discuté, plus les auto-questionnaires en systématique. Donc, on est apte de faire les auto-questionnaires et on fait un retour au médecin et on amène en premier entretien médical. Comme ça, on discute avec le médecin pour vraiment décider avec tous les facteurs de risque pris en charge et toutes les problématiques familiales qui ont évalué aussi, parce qu'une jeune n'habite pas toute seule dans sa vie et retrouvée par la famille. Et après, suite au protocole d'urgence, on va aussi continuer à suivre les jeunes au CEPIA avec sa projet de soins. Il n'y a pas de changement de soignant. Donc, ça continuité de soins, ça va dire que le jeune, il est déjà en soins, il est déjà appliqué. Et moi, je vois plutôt le rôle de care management d'accompagner le jeune et la famille pour porter cette besoin de soins, mais aussi pour aider le jeune de se sentir apte dans le soin, avec la famille aussi, de faire participer et ça prend beaucoup de gymnastique mentale parce qu'il faut vraiment aussi être présent quand il faut dans la crise, dans le moment difficile, être capable de porter l'angoisse de famille et les jeunes. Mais quand ça va un peu mieux, quand le jeune est plutôt vers la fin du projet de soins, parce que le jeune ne reste pas en crise tout le temps, le but c'est une chose mouvementée. Et notre rôle aussi, c'est de dire, OK, on fait confiance aux jeunes, on fait confiance aux familles, on porte quand il faut, mais on met en retraite quand il faut aussi. Donc, c'est vraiment cette souplesse que moi j'aime bien et cette évaluation clinique que je trouve très, très intéressant, mais aussi ça me vraiment passionné, cette liaison avec le reste de l'équipe et des changements cliniques, de changer les choses cliniquement sur les familles, les jeunes, je trouve vraiment une prise en charge complète.
Ouais, c'était important pour nous de parler du care management, comme tant il est au centre finalement hein, du protocole. Je trouve que le parallèle avec la slide précédente et Madame Opno qui parlait du coup du rôle de l'infirmière de liaison, je trouve que justement la nécessité d'avoir une analyse fine de la situation, et vous êtes à la fois en proximité avec le jeune sur cette dimension émotionnelle, et expérientielle, et également de pouvoir traduire c'est la réalité du jeune en termes cliniques pour l'équipe et organiser le soin autour de ça. Et donc, on voit en fait toute la polyvalence qui est nécessaire au niveau relationnel et professionnel. Du coup, pour être care manager, je crois d'ailleurs que dans le, le chat, il y a déjà quelques questions autour du care manager, donc on reviendra sans doute là-dessus. Euh, et, euh, et alors moi, ce que vous disiez, ça m'a inspiré un parallèle. En fait, quand les pères aidants parlent de leur travail, ils utilisent souvent le terme de bilinguisme entre expérience vécue expérientielle et langage professionnel. Et j'ai l'impression que le care manager, il se rapproche un peu de cette notion-là, surtout de la façon dont vous le décrivez, où vous êtes à la fois en proximité avec le jeune et au contact de ses émotions et comment est-ce que vous arrivez aussi derrière à en ressortir des éléments d'analyse, de clinique pour Oui. organiser le soin. Donc, on trouve ça vraiment, Oui, et vraiment qu'est-ce que je complet. trouve très intéressant dans l'équipe que je travaille, c'est vraiment, on est autonome, on est, Mhm. on peut approcher les jeunes, on peut porter les familles, mais on est aussi entouré par l'équipe. Ouais. Donc, on ne se sent jamais perdu seul. On a Mm. toujours les expériences des autres qui sont différentes que nôtres pour échanger. Même dans Mhm. l'équipe Care Management, il y a un éducatrice spécialisée, il y a des infirmières qui ont travaillé en hospitalisation, il y a des infirmières qui ont travaillé ailleurs. Donc, Mm. on a vraiment cet échange, c'est le social, c'est le familial, c'est le jeune, les cliniques, les choses, le parcours de soins. Et avec Ouais. nos collègues psychologues et médecins, on a un échange assez riche. Oui, c'est important de le préciser, c'est pas une autonomie qui vous isole, mais qui plutôt au contraire vous autonomise Oui, et avec la présence de l'équipe en soutien sur les différentes dimensions, vous avez dit la psychologie, les médecins. Euh, oui. ouais, Et tout c'est ça, important. c'est ça la richesse Mm. dans le projet de soins pour les jeunes. Et les jeunes voient ça aussi. Ils se sentent écoutés et portés par l'équipe. Oui, ça me fait penser Très à une bien. autonomie reliée en fin de compte. On voit Mm. du lien entre la famille, le jeune et puis toute l'équipe pluridisciplinaire. Donc c'est très contenant tout ça. Et Oui, pour le jeune surtout, déjà en premier, c'est sûr. La famille aussi qui a certainement besoin, qui doit être déstabilisée avec plein de questionnements, perte sûrement de confiance et de doute. Et là, vous êtes là aussi pour relier un petit peu voilà, toutes ces émotions, toutes ces réflexions. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mm. oui. Et c'est passionnant parce qu'aussi, on peut travailler avec les familles parce que eux, ils connaissent les jeunes mieux que nous. Et ça vraiment réinvesti dans les ressources de la famille aussi. Mm. On va en parler justement de la famille un peu plus tard. Ok. On va poursuivre avec des questions autour parce qu'il ressortait de nos échanges, c'était aussi l'usage qui était fait dans le protocole des différents outils d'organisation, d'échelle de mesure qui font partie du modèle. Alors, on accueille Madame Grimal, c'est ça, du coup Madame Davison qui est également là. Peut-être que vous pouvez nous en dire davantage sur ces différents outils que vous utilisez dans le modèle. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Effectivement, tout au long du protocole d'urgence et de la prise en charge du jeune, on a plusieurs outils ou plusieurs supports qu'on va utiliser pour évaluer la situation et nous permettre d'enrichir un peu nos évaluations cliniques. Dans un premier temps et tout de suite à l'arrivée du jeune, il y a les auto-questionnaires qui sont passés par les care managers. Ce sont du coup des auto-questionnaires qui vont nous permettre de screener sur plein de domaines comme je sais pas, le psychotrauma ou des symptomatologies dépressives, etc. Donc c'est très long. C'est fait en entretien individuel. Donc le care manager prend le jeune en entretien. Donc le jeune répond aux questions. Le fait qu'il y ait le care manager avec permet de vérifier que l'adolescent a bien compris les questions. Lui-même va pouvoir expliquer aussi quand il répond oui, pourquoi il a répondu oui à cette question, ce qui se passe concrètement pour lui. Et c'est pas juste il répond dans son coin et après on le laisse tranquille, quoi. C'est vraiment un travail qui est très poussé et qui nous permet après d'orienter aussi potentiellement la prise en charge et nos évaluations.
Ensuite, on donne systématiquement pendant le protocole d'urgence un planning aux familles. Planning qui reprend l'intégralité des rendez-vous parce que c'est quand même 3 semaines qui sont intenses. Donc, ça permet de noter toutes les dates des groupes avec les horaires, les dates des évaluations avec les psychologues et les dates des rendez-vous avec les médecins psychiatres. Et ça leur permet, oui, d'avoir un emploi du temps, en fait, pour les contenir aussi et qu'ils sachent exactement à quel moment ils sont attendus, pourquoi et à quel endroit. À la fin du protocole d'urgence, nous, les psychologues, on remplit le plan de crise avec les jeunes. Donc, on prend un temps sur le dernier créneau d'évaluation. Le plan de crise, c'est un outil qu'on laisse aux jeunes pour quand il repart chez lui, qui lui permet de savoir comment réagir si jamais il a de nouveau une crise à domicile, peu importe le type de crise. Donc, c'est un document où va être noté les numéros classiques, type le SAMU, tout ça, mais aussi où vont être notés les personnes ressources autour du jeune, donc ses parents, ses proches, peu importe qui sont les personnes ressources, le numéro du care manager, si nécessaire. Et on va aussi remplir avec le jeune plein de questions pour qu'il puisse comprendre ce qui lui arrive. Donc, quels sont les éléments dans son corps ou dans ses pensées qui peuvent lui permettre de dire qu'il va moins bien, ou au contraire qui peuvent lui permettre de comprendre quand est-ce qu'il va mieux et pouvoir faire la différence entre ces deux états. Quelles sont les stratégies que lui-même peut mettre en place à domicile pour qu'il aille mieux? Qu'est-ce qui lui fait du bien? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est aller parler avec ses parents? Enfin voilà, donc on essaye d'adapter au plus proche des besoins du jeune à chaque fois et de son fonctionnement. Et c'est un document qui, du coup, est censé être accessible aux jeunes tout le temps, donc qu'ils le mettent à un endroit où il peut y avoir accès, pour qu'au moment de la crise, il n'ait pas besoin de réfléchir à comment agir, mais que ce soit écrit sur le papier et qu'ils puissent directement faire les choses sans se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on a dit déjà en rendez-vous? Qu'est-ce que je dois faire? Je me souviens plus. Et donc paniquer encore plus. Et enfin, le dernier outil qu'on utilise, c'est la grille des besoins des enfants et de la famille. C'est un outil qui nous permet une grille de lecture du coup sur comment fonctionne la famille, quels sont ses besoins. On s'en sert au dernier rendez-vous du protocole d'urgence, donc celui où on est tous ensemble avec les médecins et les care managers. Cette grille, on la remplit nous de notre côté professionnel. Et du coup, elle nous permet vraiment une grille de lecture sur comment fonctionne la famille et quels sont les éléments à aller travailler derrière, quels sont les besoins dans cette famille à aller chercher, mais aussi quelles sont les ressources qui sont déjà présentes et sur lesquelles on peut s'appuyer pour que la famille puisse continuer à avancer et à aller mieux après ce moment de crise. Voilà. Ah, merci, c'est vraiment très intéressant et on parle pas souvent des outils qui sont utilisés dans la prise en soin et donc c'était vraiment pour nous très éclairant d'avoir votre explication sur ces différents outils et j'ai envie de dire ce qu'on voit dans ce que vous dites, c'est à quel point finalement le jeune est partie prenante en fait Ouais. de sa prise en soin et y compris dans le planning que vous lui transmettez. Des fois, enfin de manière générale, quand on se fait soigner, on n'a pas tout un descriptif de toutes les étapes et un séquençage aussi précis. Et donc, enfin, j'imagine que ça aide aussi à rassurer et à faire entrer également le jeune dans le protocole de manière plus sereine. Oui, c'est plutôt contenant parce qu'ils savent où ils mettent les pieds, du coup, ça leur permet d'avoir un cadre et de savoir ce qui se passe. Et puis d'un autre côté, un peu comme ce que disait ma collègue avant, ça montre aussi qu'on leur fait confiance dans la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes et que les Mm. parents ont de leur famille, etc. Donc l'ensemble fait que je pense que c'est déjà très content et très thérapeutique d'une certaine manière, le cadre qu'on offre autour du protocole d'urgence. Mm. Merci. Je vois également dans le chat, il y aura également des questions sur les autoquestionnaires, mais peut-être on aura l'occasion d'y revenir. On va avancer dans le déroulé pour parler un petit peu de l'activité hein, du protocole d'urgence. On a compris le lien avec les urgences psychiatriques. Donc l'idée c'est de redonner la parole au docteur Bourgin pour nous parler des passages au protocole d'urgence sur 2025. Oui, alors ouais, on a essayé de zoomer un peu sur nos motifs de passage aux urgences. Mais attention, filtrés, c'est-à-dire ceux qui ont eu accès au protocole urgence. Donc, il faut savoir que il y a tous les patients qui sont arrivés aux urgences, et donc là, c'est pas le bon chiffre, hein, on est Hmm. plutôt sur euh, 300 passages par an, quelque chose comme 300, ça. 380, je crois que c'était autour Ouais, de... Oui. Hmm. 380. En revanche, donc, on n'accueille pas que des patients de notre secteur. Pour bénéficier du protocole urgence, il faut être de notre secteur, donc du secteur du CEPIA.
et il faut relever de la nécessité d'un protocole d'urgence. Donc, parmi tous ces patients arrivés aux urgences ou en crise au sépia sans être passés par les urgences, qui avaient besoin du protocole d'urgence pour lequel on avait estimé qu'il y avait ce besoin, nous étions à peu près à 52 patients sur tout 2025. C'est pas un scoop. 84% des patients qui ont été admis sur le PU en 2025, c'était soit pour des idées suicidaires ou un geste suicidaire. Et ça veut dire aussi qu'on peut être sur le PU sans qu'on soit suicidaire aussi. Donc ça veut bien dire que ça n'est pas du tout restrictif, ça n'est pas qu'un protocole de gestion de la crise suicidaire. Ça l'est de fait, mais c'est d'abord et avant tout un protocole de gestion de la crise, c'est-à-dire que ça peut être aussi euh, parce que on ne comprend pas bien, il y a un mal-être profond, sans idéation suicidaire, et on a besoin de façon intensive de mieux comprendre ce qui se passe pour le jeune et sa famille. Et auquel cas, du coup, cet outil un peu est catalyseur de la problématique qu'on rencontre dans un moment de crise, un catalyseur d'analyse. C'est-à-dire, vous l'avez vu, tout le monde qui gravite autour, les différentes organisations très protocolisées, en tous les cas très contenantes, font que, bah, à la fin, on a quand même, sur un mois, globalement, une vision assez claire de la situation. Et vous le disiez avec la clinique fit des uns et des autres qui est en plus étayée d'outils que l'on partage. Et quand on regarde le motif de passage aux urgences filtré PU en 2025, eh bien, donc on retrouve notre chiffre de TSI-IDS 101. Après, on a évidemment, les pourcentages assez non nuls d'humeur, on va dire, dépressive, anxieuse, et peu de pourcentage, enfin, pas beaucoup, en fait, c'est très peu sur le reste, hein. Troubles du comportement, pas tant que ça. Un petit peu de troubles. Alors là, je vois 0%, donc là, il doit y avoir un petit problème sur le zéro parce que il y a quelque chose autour de. C'est forcément pas nul si on a un petit bout de camembert, mais quoi qu'il en soit, il y a des symptômes psychotiques parfois aussi qu'on veut comprendre mieux sur le PU. C'est assez rare que souvent il y ait que les symptômes psychotiques et pas d'idéation suicidaire parce que, par exemple, c'est les jeunes qui arrivent pour des symptômes psychotiques atténués. La particularité d'un jeune de 12 à 17 ans qui n'est pas forcément sur une symptomatologie, comme on dit, franche lobaire aiguë, délirante, au point que même votre voisine de palier fait le diagnostic, eh bien là, ceux qui sont plutôt sur un registre de mal-être, qui vont faire un geste où on ne comprend pas bien le geste, nos autoquestionnaires peuvent retrouver des symptômes psychotiques atténués. Et c'est là où le protocole d'urgence va aussi permettre de continuer les explorations pour voir si c'était passager. Et il y avait un petit peu d'hermétisme ou de discours qui était un petit peu, enfin, d'organisation des idées qui nous paraissait peu cohérente parce qu'il y a eu un moment de stress, ou, à contrario, il y a vraiment un processus psychopathologique émergent de troubles, de symptômes psychotiques atténués et que l'on va pouvoir observer sur le PU. Mais ceux-là expriment quand même des idées suicidaires, mais sans qu'on forcément on comprenne le contexte. Donc, la discordance par moment entre un geste et un contexte qu'on ne comprend pas bien va pouvoir faire le lit d'un PU et l'éclaircissement sur la psychopatho. Enfin, on pense souvent que les jeunes, quand ils ont des idées suicidaires, sont que des jeunes qui vont mal et qui auraient une dépression ou des troubles anxieux, mais en fait, pas du tout. Ouais, Pas c'est tous, pas en fait. systématique, ouais. Il y en a plein qui ont plein d'autres problématiques et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qui est intéressant, c'est de le décortiquer. Ça peut être très lié à finalement, je sais pas moi, des troubles, des apprentissages non diagnostiqués qui font qu'à l'école, c'est très compliqué et qu'arrivé à l'âge de 14 ans, les ressources qu'on lui demande de mobiliser à l'école sont telles qu'il va arriver avec des idées suicidaires, mais le primum novus, c'est le trouble des apprentissages qui n'a pas été diagnostiqué et multidis qui font qu'on va
à évaluer plutôt vers cette prise en charge-là, et c'est pas la dépression en elle-même, ou des troubles du comportement qui sont en fait le témoin d'un trouble de type TDAH qui n'a pas du tout été diagnostiqué, ou au contraire, enfin pas au contraire d'ailleurs, enfin voilà, plein de styles cliniques différents et dont la résultante est l'expression d'une idée suicidaire. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Voilà. Ouais, et du coup, ça rejoint ce que vous disiez en introduction sur les chiffres, avec les idéations suicidaires qui sont de plus en plus exprimées, mais qui derrière, en décortiquant, comme vous dites, ça permet de clarifier les causes et du coup de prendre en soin le jeune. Ce que je trouve, ce qui est assez parlant dans le camembert, c'est le fléchage pertinent finalement, comme vous disiez, sur les urgences pédopsychiatriques qui sont pas forcément en capacité de répondre à ce type de demande. Le fait que si le PU, on va dire, euh, suivent ces jeunes-là sur des tentatives de suicide ou des idées suicidaires, ça montre bien que le fléchage est pertinent pour le coup. Ouais, ça fait une fenêtre de respiration d'aval qui permet de réfléchir sans partir non plus sur une carrière psychiatrique. C'est-à-dire que voilà, Mm. c'est un peu un sas qui permet d'évaluer dans quelle mesure on engage la famille, on propose à la famille et aux jeunes de s'engager dans les soins psychiatriques. Merci. Alors, Carmen, je te passe la main pour la slide suivante. Merci beaucoup Aboubacry. Je t'en prie. Je vais passer la parole à Lucille Guénier et Noémie Grimal, qui sont toutes deux psychologues et qui vont nous présenter justement les apports et les effets de cette organisation pour les soignants, puisqu'on voit qu'il y a des interrelations et il y a peut-être une pratique très inspirante. Elles vont nous en parler toutes les deux. Alors, je crois que est-ce que c'était Bon, peut-être c'est le pas grave. docteur Bourgin qui devait Ah, Oui, garder la main? d'accord. Ah ben écoutez, allez-y, allez-y. Ouais, et et n'hésitez pas à compléter. en fait, je peux laisser la parole parce que j'ai déjà dit pas mal. Donc, en fait, Lucie, tu veux en toucher un mot? Ok. Sur la question de un peu comment on s'est réparti, le fonctionnement. Ok. Ce qui peut être intéressant dans tout ça. Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, concernant un petit peu la pertinence du modèle, en fait, le fait que la responsabilité soit partagée permet déjà d'une manière générale d'éviter le burn-out des médecins et ça permet aussi de les garder dans le service. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a pas mal en fait de médecins parce que du coup, c'est plutôt bien réparti, que ce soit autant entre les médecins qu'entre les soignants, infirmiers et éducateurs, et aussi les psychologues. En fait, on n'est pas tout seul à porter la responsabilité du mal-être du jeune. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, finalement, qui nous permet à tous de mieux faire notre travail. Voilà, donc le partage des contraintes, répartition équilibrée de la charge, continuité de suivi entre les services, mais également l'autonomie des intervenants. Voilà, je pense que j'ai un petit peu du coup repris. Peut-être que je vais Oui, c'est ce compléter, que Julie. on disait, c'est en fait le fait, vous l'avez vu, on est là, c'est que quelques membres de l'équipe qui représentent l'ensemble de l'équipe. Et en fait, l'idée, c'est que chaque fonction est un peu, comment dire, affiliée à son corps de profession, mais très affiliée aussi aux autres. Et on partage la responsabilité. Donc, c'est vrai que la permanence des soins, par exemple, elle incombe à tout le monde. Donc, les psychologues, elles sont là. Il y a toujours une psychologue avec nous. Et les médecins, bah, c'est pareil. On l'a dit tout à l'heure, Guillemette Openot l'a précisé. Aux urgences, nous sommes tous, nous répartissons la charge de travail autour de l'astreinte, c'est-à-dire qu'on a tous un jour dédié, qu'on soit médecin spécialiste de la petite enfance ou des ados, en passant par ceux qui s'occupent plus des 6-12 ans. Tout le monde a son rôle, sa demi-journée d'astreinte sur un tour. Et donc ça permet vraiment en effet que cette question de la crise ne repose pas sur un, deux, même trois individus, c'est trop peu. Donc finalement, un, deux, trois, on voit des modèles où souvent il y a un psychiatre en liaison, une infirmière avec lui, et puis éventuellement une psychologue quand on a de la chance. Et ce modèle-là, c'est un trio qui finalement, il suffit qu'il y en ait un qui soit pas là un jour, que le psychiatre, pour X raisons, part en congé maternité, etc. Le système, du coup, s'effondre assez rapidement.
Et ça, c'est très fragile, là où la crise, en revanche, ne s'arrête jamais. Et bon, on a des moments de répit, hein. Les vacances estivales, les jeunes vont quand même mieux au mois d'août, au sens où, en tous les cas, ils ont moins recours aux soins par chez nous. Mieux, je sais pas, mais en tous les cas, ils sont pas, ils sont moins en banlieue parisienne. Ils ont de la chance de partir en vacances pour certains d'entre eux. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est pas un modèle qui est fréquent, c'est-à-dire qu'il y a souvent cette question des urgences ou de la crise qui est dédiée à une petite équipe. Parce qu'effectivement, être là tous les jours et faire que ça, il n'y a pas besoin sur le papier d'être 50 000 s'il s'agit de venir tous les jours sur un poste de soins dédié aux urgences. Mais c'est tout ce qu'on vous décrit là aujourd'hui qui fait qu'on arrive à ne pas être stressé par la crise. Parce que les gens, finalement, finissent par être stressé et paralysé presque par cette notion de mal-être adolescent. Et nous, en fait, c'est comme si on avait, c'est un peu comme quand on est, je sais pas, un bateau qui arrive à prendre bien la vague, voilà, on est en mer, mais on n'a pas du tout peur qu'il y ait de la houle, quoi, vous voyez? C'est, en fait, la houle fait partie du fait qu'on va avoir un peu de vent, il y a un peu de houle, mais en fait, il suffit qu'on adapte nos voiles, vous voyez? Mais il faut vraiment qu'on soit plusieurs sur le navire, sinon bah, chaque coup de vent devient un risque de chavirer, quoi. Voilà. Je suis très métaphore bateau, mais c'est vraiment comme ça que je le vois, parce que c'est ce qui permet, en plus, en étant plus détendu à l'annonce d'un avis de coup de vent, eh bien, c'est comme ça qu'en plus, on ne fait pas de bêtises et on est plus accueillant aussi, hein, parce que Oui, accueillant, pense. c'est ça, parce que les jeunes aux urgences, ils sont, le Guillemette le disait, la stigmatisation du jeune qui arrive aux urgences, c'est pas évident avec sa famille. Donc le fait de ne pas faire une allergie aux jeunes supplémentaires qui arrivent encore et encore, c'est déjà 50% du travail de fait, quoi. Oui, c'est important pour qu'ils se sentent compris Oui. aussi, qu'ils soient accueillis de manière bienveillante et donc qu'on ne soit pas saturé de ce côté-là. Ouais. Je rejoins ma collègue. Oui, oui, ça me semble très important ce que vous dites là, parce qu'effectivement, la dimension de l'accueil, nous on le voit dans le cadre du CAPSI, dans tous les espaces qui accueillent un public. Eh bien, en fait, le fait d'être détendu, souriant, ben, vous communiquez aussi. Déjà, ça permet de faire redescendre l'émotion, de se sentir accueilli. C'est vraiment déjà un effet très thérapeutique au final et très rassurant. Donc une équipe détendue avec ben, justement une organisation de ressources humaines qui est optimisée comme vous le faites là, vous le présentez. C'est très inspirant, je pense, Mm. pour les personnes qui nous écoutent. Et puis cette responsabilité aussi collective de la crise, je trouve ça aussi très pertinent. C'est-à-dire que c'est pas aussi cette charge mentale, c'est pas uniquement dédié à quelques personnes qui auraient vraiment focus à un moment donné dans le moment le plus compliqué et puis d'autres professionnels qui gèrent un peu plus des situations un peu plus confortables. Là, vraiment, il y a une répartition, un équilibre. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très important aussi dans votre organisation, dans votre projet. Merci beaucoup Mm. pour cette présentation. Mm. Ouais, et puis pour rebondir sur ce que tu disais, Carmen, effectivement, les enjeux de cohésion, ça doit parler à beaucoup d'équipes, évidemment, qui nous regardent aujourd'hui, et notamment dans ce qui a été dit sur les équipes de liaison, puis également le care management et tout le protocole de manière générale, cette responsabilité partagée et cette autonomie, enfin, je pense que c'est aussi important d'avoir cette qualité relationnelle avec les collègues pour justement pouvoir s'exprimer, que ce soit au niveau des urgences ou dans le cadre du protocole. Je crois qu'on enchaîne du coup sur Voilà. un autre enjeu du modèle, parce qu'on n'en a pas Voilà. parlé jusqu'ici, mais il y avait la question des parents. Et Carmen, je te laisse Oui, prendre donc la là, c'est suite. très important parce que c'est le fil rouge hein, aussi de toute votre présentation. Le jeune, il est mineur, donc effectivement, il y a toute la dimension ben, familiale. Donc là, on va parler justement de la place des parents dans ce modèle. Et je laisse donc la parole à Lucille Guénier et puis Noémie Grimal. Alors, pour du coup rappeler un petit peu le cadre du protocole d'urgence,
En fait, donc le protocole d'urgence, c'est toujours sur prescription médicale, comme vous l'avez compris avec les différentes collègues intervenantes, qui est posée par le psychiatre. Donc l'assiduité aux soins, elle est nécessaire et l'accompagnement du parent, pour le coup, il est obligatoire, voire même des deux parents, si on peut, on préfère. Alors déjà, le premier avantage, c'est que de fait, comme c'est 3 fois par semaine, ça les oblige, et pendant 3 semaines en plus, ça les oblige tout de suite à se mobiliser. Peut-être qu'ils vont devoir en effet s'arranger au niveau de leur travail. En tout cas, ils vont vraiment prendre un temps de qualité avec le jeune. Et donc, on se rend compte que rien que le fait que le parent prenne ce temps avec le jeune, si ce n'est même que d'amener le jeune, en fait, on relève déjà des effets thérapeutiques de ce côté-là. Ça nous permet aussi, au niveau du coup, de l'enjeu de l'implication des parents, pour reprendre un petit peu la diapositive, d'obtenir l'adhésion des parents qui se sentent aussi concernés et impliqués dans la prise en charge du jeune. Ça nous permet aussi, pour ceux où on sent qu'ils sont réticents, bah, ça nous donne aussi des indications sur le fonctionnement de la famille, peut-être des choses qui seraient à travailler. Quand on voit que c'est difficile, que le suivi du protocole d'urgence n'est pas vraiment suivi par les parents, ça peut voilà, être révélateur peut-être d'autres choses à creuser davantage. Euh, et ensuite, on a testé différents dispositifs pour impliquer encore plus les parents que, voilà, juste entre guillemets, amener le jeune. L'année dernière, on avait essayé de faire un groupe uniquement pour les parents sur le protocole d'urgence, en plus des 3 groupes pour les jeunes, plutôt voilà, pour les questions qui peuvent se poser dans ce moment de crise, qu'ils puissent échanger avec les autres parents. Puis on a fait un petit bilan, on a réfléchi et on s'est dit qu'on allait tester un autre modèle cette année. Et là, cette fois-ci, on a fait un groupe, du coup, qui se trouve le mercredi, où les jeunes et les parents sont présents. Donc, une fois par semaine, le parent participe au groupe avec les jeunes. Et en fait, on s'est basé un petit peu sur les thérapies basées sur la mentalisation, où on essaie de faire mentaliser des deux côtés. Donc, le jeune sur un petit peu ce qu'il peut y avoir dans la tête du parent et inversement pour les parents. Et ce qui est très intéressant et presque un peu surprenant, c'est qu'en fait, les jeunes se débrouillent presque mieux pour mentaliser que les parents. Donc voilà, ça nous donne aussi des indications pour retravailler ensuite en entretien familial, le fameux dernier entretien dont vous parlez. Voilà, ça nous donne aussi une évaluation finalement du fonctionnement familial lors de ce moment. Et on s'est rendu compte que les jeunes appréciaient beaucoup, en fait, on a eu des retours très positifs des jeunes depuis qu'on a impliqué les parents dans le protocole d'urgence sur un groupe avec eux. Donc ça, du coup, on pense poursuivre sur ce modèle-là, parce que c'est plutôt positif du côté des jeunes. Voilà, et on se rend compte que ça permet de recréer du lien dans la sphère familiale, et les parents sont vus comme acteurs de soins. Donc, ça leur permet aussi peut-être de se réapproprier leur rôle et d'être valorisés aussi dans leur rôle de parents. Voilà. Merci. Je me posais la question justement, comment vous accompagnez les parents qui sont quelquefois en difficulté d'adhésion ou dans le déni de la souffrance de leur enfant? Bah, c'est quelque chose qui se travaille parfois à plus long terme, mais déjà, s'ils viennent, c'est déjà une première étape. Après, peut-être qu'après le protocole d'urgence, on essaiera de travailler davantage la conscience du trouble. Voilà. Mais pour nous, c'est déjà une victoire s'ils amènent le jeune les 3 fois. Oui, et le fait, on a insisté au début, ma collègue le disait, l'accompagnement par un parent est obligatoire, euh, c'est non négociable. Ah oui, Et c'est d'accord. vrai que ça aide au fait que s'ils veulent des soins, Mm. quelque part, c'est ce qu'on propose. Voilà. Et on est assez strict là-dessus. On est très cool après, mais on est très strict au départ. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment de passer le message que c'est sérieux et que si nous avions dû, justement, nous n'hospitalisons pas du tout le monde, c'est pas la bonne réponse. Et les parents peuvent être parfois rassurés d'avoir leur enfant à l'hôpital, parce que, enfin, rassurés, n'exagérons pas, mais en tous les cas, il y a un côté où c'est moins contraignant pour faire des allers-retours que notre protocole urgence. Mais de toute façon, on leur dit bien qu'il n'y aura pas d'hospitalisation et que là, l'offre, c'est celle-là. Et donc, finalement, le déni, ou je dirais que le fait d'être euh, un peu contraint
à devoir rentrer dans ce dispositif dans une période de crise, permet ensuite de faire connaissance. Et c'est là que les défenses s'affaissent. Et que là, ils voient que, OK, on peut parler, c'est un environnement qui n'est pas hostile, on ne va pas nous juger, etc. Bon, ou pas, hein, il y a toujours les grands réfractaires. Mais ça, voilà, on avait un sujet hier, on en discutera, mais enfin, on en discutait. Il y a le pourcentage de grands réfractaires, voilà. C'est- Et ce pourcentage de grands réfractaires, on n'est pas sur cette temporalité de 3 semaines, ça prendra probablement des années, voilà. Merci Mais beaucoup. on travaille, d'ailleurs, ça nous permet déjà de mieux discriminer quels sont les petits réfractaires, les moyens réfractaires et les grands réfractaires. Voilà. Ça nous permet quand même d'avoir cette échelle, parce que des fois, les parents, c'est pareil, ils se retrouvent avec une image qui leur colle un peu à la peau, dont ils n'arrivent pas à se défaire. Et nous, on essaye aussi de ne pas être dans un jugement trop hâtif et en offrant cette offre thérapeutique du groupe parents-enfants le mercredi, ça leur donne un espace de parole autre que ce qu'on peut avoir comme sensation par moment en entretien, quoi. Sensation clinique, j'entends. Hmm. Oui, puis ça permet peut-être pour certains parents de dédramatiser, d'être aussi, d'entendre aussi d'autres parcours, d'autres réflexions en commun. C'est un peu cette périté aussi, le fait d'être avec d'autres. Ouais. Après, ça doit être assez constructif. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole à Aboubakri. Oui, tout à fait. Alors, ben, on avait choisi de présenter cette slide effectivement pour illustrer un peu hein, justement ce qui vient d'être dit, notamment sur l'organisation du protocole. Et du coup, Madame Grimal, si vous pouvez nous décrire un petit peu le séquencement du protocole sur ces 3 semaines. Alors oui, tout à fait. Du coup, sur les 3 semaines que vous observez, donc comme on a dit, c'est 3 semaines la même chose, avec des groupes thérapeutiques uniquement pour les jeunes, donc le lundi et le vendredi. Le lundi, le groupe s'appelle Raconte à l'autre, où les jeunes essaient un peu de parler d'eux aux autres, de ce qui les caractérise, voilà, ils font du photolangage, ce genre d'activité-là. L'objectif, c'est de travailler du coup les interactions sociales avec les autres jeunes, de pouvoir les évaluer, de pouvoir évaluer la cognition sociale et la cognition de manière générale, et les capacités de réflexion sur soi-même, sur les autres. Et le vendredi, c'est un groupe jeu de société. L'objectif, c'est également de regarder quelles sont les capacités de réflexion du jeune. Est-ce qu'il comprend bien les règles? Est-ce qu'il s'y adapte? Est-ce qu'il gère la frustration de la potentielle défaite au jeu, qui n'est pas forcément toujours facile? Et également, comment il joue dans les interactions sociales. Mes collègues care managers qui font le groupe du vendredi, régulièrement, ils font des jeux en équipe pour voir est-ce que les jeunes vont réussir à rentrer en lien avec un autre jeune, avec le soignant quand il doit jouer avec le soignant, ce qui n'amène pas non plus la même dynamique, est-ce qu'il s'y adapte? Et du coup, les mercredis, donc comme ma collègue le disait avant, on fait un groupe parents-ados basé sur la mentalisation. Et alors là, vu que c'est un groupe ouvert et que les jeunes peuvent rentrer à tout moment, les sessions sont toujours interchangeables. Et donc, on a monté 3 outils, un pour chaque semaine. On a un premier outil qu'on appelle le cerveau mentalisant, où le parent essaie de se mettre à la place de l'adolescent, qu'est-ce qu'il a pensé, quelles ont été les émotions pendant la crise, et inversement, les adolescents essaient de se mettre à la place de leurs parents, et puis on essaie d'en parler ensemble sur est-ce que ça correspond à leurs attentes, est-ce qu'il manque des choses, etc. On a un autre outil qu'on a appelé l'histoire de Léa, où du coup là, on a créé nous-mêmes une histoire d'une jeune fille qui est en crise. Et donc pareil, on va essayer de faire mentaliser les ados par rapport aux parents de Léa, quelles étaient ses attentes, pourquoi ils ont réagi comme ça, et les parents par rapport à Léa. Et la dernière session, enfin la dernière, là dans ma liste, c'est le dessin de la famille. Donc, où séparément, chaque personne dessine sa famille et les autres membres du groupe essaient aussi d'observer quelles sont les différences, pourquoi il y a ces différences dans la famille, et donc on discute de ces dessins-là. Voilà. Et puis après, comme on disait, donc chaque semaine, il y a une évaluation psychologique, on reçoit les jeunes en individuel pour parler de leur symptomatologie, de leur fonctionnement, de ce qui les fait souffrir, et donc à la fin, l'entretien familial, tous ensemble, pour le projet de soins, donc comme ça a été dit avant, pour pouvoir voir ce qu'on propose à la fin du protocole d'urgence,
Est-ce qu'il y a des groupes thérapeutiques? Est-ce qu'il y a de la psychothérapie en libéral ou pas? Est-ce que on continue ou est-ce que finalement il n'y a pas besoin du CPA parce que ça arrive aussi? Est-ce qu'on hospitalise, etc. Voilà. Mm. C'est très complet. On voit que finalement, chaque semaine, il y a à la fois du collectif, de l'intrafamilial et puis de l'individuel, et qu'on perd pas de vue cette évaluation, on va dire, tout au long du protocole, et toutes les nuances finalement, parce que les semaines se répètent, mais voilà, il y a également ce que vous disiez, la distinction entre le lundi et le vendredi, et ce que vous allez chercher dans les différents ateliers qui est différent. Et est-ce que vous pouvez nous parler brièvement peut-être de l'entretien familial final? Dans ce contexte qui du coup va mobiliser également le médecin dans cet entretien. Pendant l'entretien familial final, du coup, effectivement, il y a la famille, le psychiatre, le care manager, le psychologue, donc ça fait beaucoup de monde dans le bureau. L'objectif, c'est d'abord de faire un retour sur le protocole d'urgence. Donc, le jeune comme sa famille peuvent nous décrire un peu ce que ça leur a apporté, comment ça s'est passé pour eux, comment ils l'ont vécu, est-ce qu'il y a une amélioration au niveau des symptômes ou pas, selon eux. Mhm. On refait le point, du coup, à ce moment-là, de comment se sent le jeune, comment il va. Euh, et puis après, on discute ensemble je sais pas, moi par exemple, c'est un jeune où on a pu nous observer. Donc nous, on fait un retour aussi à ce moment-là. Donc les soignants, les care managers font un retour sur ce qu'ils ont observé sur les groupes. Nous, psychologues, on fait un retour aussi sur ce qu'on a pu observer en entretien individuel et sur le groupe multifamilial. Et ça va nous permettre de pouvoir faire émerger des difficultés tous ensemble et donc orienter le soin. Par exemple, si le jeune, on se rend compte que un groupe jeu de société, il n'a pas du tout réussi à rentrer en lien avec les autres jeunes ou dans tous les groupes, que même dans l'individuel, il ne rentre pas en lien, bon, alors on peut l'orienter sur un groupe thérapeutique, sur les habilités sociales ou sur l'anxiété pour gérer le stress, etc. Et du coup, à ce moment-là, ça va nous permettre de proposer en fait quelque chose pour la suite. Mhm. Pas parce que la crise est passée que le jeune va bien. Il va mieux, mais il va pas forcément bien non plus. Et donc, c'est pour pouvoir rentrer dans les soins sur le CPA derrière. D'accord. On imagine aussi ce que ça permet de poser comme jalon en termes de parcours. J'imagine une famille qui du coup aurait participé à ce programme serait d'autant plus, je pense, partante pour enchaîner éventuellement sur une psychoéducation, ce type comment dire, finalement de dispositif. Et oui, voilà, ça pose, je pense, des jalons assez solides finalement de participation aux soins, que ce soit pour le jeune, l'adolescent et sa famille. Donc merci pour cette description parce que du coup ça nous éclaire beaucoup. Merci. On arrive sur la slide finale, ou presque, où on va essayer de parler un peu, de tirer un peu des conclusions sur ce modèle CPA-APU. Et on va laisser le docteur Bourgoin avec les compléments de l'équipe peut-être nous dire ce qu'on peut en retirer finalement en termes d'enseignement. Alors, on disait tout à l'heure qu'il y avait c'était un maillage global, et dans ce maillage, il y a l'acculturation de la pédiatrie, notamment des urgences aux problématiques spécifiques de la psychiatrie. Donc ça, c'est un des effets bénéfiques sur les équipes, c'est-à-dire que là, on travaille pour qu'on ne soit pas deux équipes étrangères avec deux savoirs clivés de part et d'autre. Donc là, c'est une vraie plus-value d'être au sein des urgences pédiatriques avec des infirmières qui ont de l'expérience et qui peuvent aussi rassurer et aiguiller. Le protocole d'urgence, lui, a clairement une énorme plus-value sur la capacité à prendre en soin des situations complexes au-delà de la simple, en tous les cas, de l'inquiétude liée à l'expression d'idées suicidaires, mais bien d'essayer d'utiliser cette période de crise au sens large pour comprendre la psychopathologie sous-jacente, donc s'en saisir, hein, voilà. On dit souvent que les moments de crise sont féconds, mais maintenant, les gens ils vont en reculant par manque de capacité à y faire face. Et donc, le protocole d'urgence est une organisation qui permet de tenir la barre, si j'ose dire, dans ces moyens, dans ces moments de tenir la main, et qui aussi est une des manières, ça rassure non seulement, vous l'avez dit à plusieurs reprises, la famille et les parents, pardon, la famille et les jeunes, mais également les soignants. Et qui dit rassurer les soignants dit forcément
attractivité augmentée, hein. Hmm. Le dispositif SEPIA, il permet vraiment de travailler la transition avec la psychiatrie adulte au sens use-friendly du terme, c'est-à-dire on a une équipe Unisonge qu'on coordonne également qui s'appelle Unisonge pour Unité de soins pour les jeunes et qui s'occupe des jeunes de 17 à 25 ans et qui a exactement la même philosophie d'intervention précoce qui est également dans le réseau transition. Et ce que je ne vous ai pas dit, que je vous dis là, c'est que tous les psychiatres qui travaillent au SEPIA ont un temps de travail également à Unisonge. Donc, ils sont transverses, ils ont intégré la transition dans leur activité. On ne demande pas aux jeunes de faire la transition, mais c'est bien le psychiatre qui a fait l'effort de transiter dans sa tête entre les deux modalités d'intervention. Donc, c'est nous qui incarnons la transition en tant que personnel médical et non pas les familles. Et nous avons d'ailleurs également des groupes qui sont comment dire, conjoints pour les patients qui pourraient relever d'Unisonge, notamment un groupe de psychoéducation qui accueille et des patients du CEPIA et des patients d'Unisonge, quand on parlait des groupes thérapeutiques du CEPIA, mais également une offre de soins assez similaire, par exemple la remédiation cognitive avec le logiciel NIR, NEAR, elle se fait et sur les ados, avec les ados, et à Unisonge. Donc, il y a des pratiques communes. Nos protocoles de recherche sont conjoints et tout ce qui est aspect longitudinal de réflexion par rapport, on n'en a pas parlé, mais on a quand même des psychiatres qui prescrivent dans notre service, qui sont à l'aise avec la prescription thérapeutique. On l'oublie un peu parce que ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Néanmoins, euh, ça fait partie des pierres de l'édifice. C'est-à-dire que ça tient aussi parce que derrière, les prescriptions sont quand même relativement rationalisées. Et d'ailleurs, nous sommes rassurés puisque le cadre multidisciplinaire nous permet aussi de surveiller le traitement qu'on a mis en place avec le fait que le jeune soit vu comme ça à répétition. S'il se passe quelque chose, on est quasi sur pas de l'hospitalisation à domicile, mais en tous les cas, hein, on peut rapidement avoir une information si elle devait être fournie, transmise. Hmm. La transmission se fait. Et puis aussi, il y a le groupe sport qui est un groupe transverse. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a une philosophie qui est identique. C'est pas qu'une philosophie, il y a aussi un partage vraiment et des protocoles et des. La philosophie, c'est d'être user-friendly, accessible et rapide. Et le concret, c'est d'être vraiment dans cette dynamique de comment on accueille la crise ou l'évaluation de la psychopathologie, le rôle des care managers, le rôle des psychologues, le rôle des neuropsychologues. Tous ces rôles-là sont relativement identiques avec des colorations différentes en fonction de la tranche d'âge. La stabilité des effectifs, hyper important. Le fait d'avoir des gros turnovers dans des grosses boutiques ne permet pas de monter en compétences. Si on doit sans arrêt accueillir un nouveau, on le sait, hein, dans des équipes, c'est pas facile. C'est déstabilisant pour l'équipe, mais encore que ça, bon, on s'en remet. Mais c'est surtout en termes de perte de savoir expérientiel et de capacité de transmission. euh, Bon, l'idée n'est pas que quand on se marie au sépia, on n'est pas forcément sur elles ont le droit de divorcer, hein, non, on n'est pas sur un mariage non plus forcément pour les 30 ans à venir, mais entre 30 ans et changer de dispositif tous les ans, il y a un entre-deux et ça permet quand même d'être dans une dimension de formation, qu'elle soit personnelle avec l'accès à des formations sur des thématiques qu'on développe vraiment, sur lesquelles on se met d'accord, hein, sur la thérapie basée sur la mentalisation, la thérapie multifamiliale, la question du care management et du DU d'IPJAD que je coordonne avec le professeur Krebs. Donc il y a tous ces aspects où on sait ce vers quoi on se forme et qu'est-ce qui fait un peu un corpus commun de connaissances. Bon, il faut avoir envie d'être dans cet état d'esprit. Bon, ça reste quand même un état d'esprit clinique assez large, hein, finalement. Ça draine un peu toute la psychiatrie de l'adolescent. Parce qu'on a aussi une équipe mobile pour le trauma et la prise en charge des jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et la PJJ. Mais vraiment, cette idée de pouvoir se former chacun avec ses appétences personnelles, avec un corpus commun et de pouvoir se transmettre les uns les autres. Voilà.
que ce soit le savoir expérientiel, mais également le savoir théorique appris au fil de l'eau. Hmm. Et évidemment, nous aimerions, et donc ça c'est le projet d'une Master 2, d'une interne qui va faire son Master 2 en santé publique, faire toute une étude rétrospective sur finalement l'analyse de notre protocole urgence et l'efficacité de ce dernier, non pas sur un processus de guérison, ce serait un petit peu, comment dire, euh, prétentieux, mais en revanche, vérifier si postérieurement au PU, il y a eu besoin ou non d'une hospitalisation, non pas dans les 3 semaines qu'on suivi, mais dans les 2 ans qu'on suivi. Donc, de voir, voilà, enfin, et déjà dans la première année, parce que déjà dans les 2 ans, il y a pu y avoir pas mal d'éléments intercurrents, et donc de pouvoir quantifier ce besoin, ce recours ou non à l'hospitalisation en post-PU, mais également d'analyser si ceux qui en avaient eu besoin, qu'en ont eu besoin, quelles étaient leurs caractéristiques, Ouais. pour un peu mieux discerner dans l'après-coup. Ce qui est quand même très important en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et du sujet jeune, c'est d'avoir une vision vraiment, on le voyait avec la notion de staging, et j'y tiens, je le répète, c'est de se rendre compte de ce que l'on fait, de pouvoir évaluer ce que l'on fait, de ce que deviennent les jeunes dans 3, 4, 5 ans. Et pour ça, ça demande des études longitudinales assez, qui peuvent paraître contraignantes, mais finalement pas tant que ça. À partir du moment où on les connaît bien, les gens sont OK pour être rappelés. Et donc, c'est important de savoir si ce qu'on a fait a été utile et dans quelle mesure, y compris sur l'efficacité de notre traitement introduit. Qu'est-ce que ces jeunes deviennent, etc. Et d'avoir vraiment une vision au long cours et pas uniquement en silo, comme c'est malheureusement le cas, euh, hormis dans les grands CMP généralistes, mais qui souffrent d'un manque de ressources humaines. Donc, il y a des CMP qui font du 0-17 ans et qui voient ces évolutions d'enfants jusqu'à l'âge ado. Mais de l'adolescence de 12 à 25 ans, se rendre compte que si on met un traitement, qu'est-ce que va devenir le jeune à 23 ans? C'est quand même important d'avoir ce retour pour améliorer nos pratiques et mieux comprendre si ce qu'on a fait a été efficace ou non. Voilà. Merci, c'est très clair. J'avais juste une question sur. On parlait de la transition, et du coup, dans ce que vous disiez, si on comprend bien, le médecin potentiellement peut avoir vu l'adolescent aux urgences, dans le suivi PU, et puis après, avec éventuellement la transition avec Unisonge dont vous parliez. C'est vraiment. Mais C'est il peut trois l'avoir vu au temps. PU, il a fait sa Ouais. connaissance à 17 ans, il fait le PU, là il a sa casquette de psychiatre ado, et il Mm. grandit. On est sur une situation clinique qui nécessite après 17 ans, enfin à 18 ans, Unisonge parce qu'il rentre dans les critères d'indication, critères pour être pris en soin sur Unisonge, et auquel cas ce médecin peut rester référent de la situation médicale du jeune, même si l'environnement soignant global va changer puisqu'on va être sur un processus d'autonomisation différent et donc ça va être un autre care manager et D'accord. une autre psychologue s'il y en a ou d'autres groupes thérapeutiques qui vont être proposés, mais le médecin reste la stabilité Mm. et ça, je pense que c'est précieux et je pense que faire la transition à 17 ans et demi n'a pas beaucoup de sens. Si on suit la question de la plasticité, de la fragilité développementale, on coupe à un moment, voilà. Couper à 22 ans, 21, 22, 22, on est en fin de licence, début de master, ça devient vraiment des êtres un peu plus vraiment proches du monde adulte. Et les choses sont un peu stabilisées sur le plan psychiatrique. Jusque 22, 23 ans, on est dans la même dimension, les mêmes nécessités finalement quand même de vigilance, une psychopathologie qui est assez semblable sur le plan clinique, Mhm. des enjeux d'autonomisation psychique du côté des parents, mais après qui sont relatifs, qui se répètent dans la question du choix des études supérieures et du métier. Donc ça reste très prégnant. Enfin, voilà. Voilà. Merci, c'est très clair. Vous avez reçu des applauses et des cœurs en Ah, ben, c'est réaction. pas des cœurs. Carmen, Nous je te aussi, on fait passe. des cœurs, cœurs. Je donnais à l'équipe de faire derrière, comme ça.
Ah Carmen, oui, peut-être sur le... il y a beaucoup de satisfaction, en tout Ouais. cas de bravo, de cœur. Ça fait toujours chaud au cœur, hein, de toute manière, hein. Mm. Après cette présentation, on va peut-être passer aux questions, aux commentaires. Alors peut-être qu'on va faire quelques frustrations, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi, de toute manière, laisser aussi la possibilité de communiquer avec vous via l'adresse mail qui va apparaître après la slide des questions et commentaires, donc qui est secrétariat.sepia@ghne.fr. Mais on peut peut-être déjà rassembler quelques éléments. Alors, j'ai vu que dans les questions-réponses, un jeune de 19 ans peut-il accéder au CEPIA? Ah, eh ben, perdu. Non, non dans ces cas-là, le jeune de 19 ans, on vient d'évoquer en fin de présentation la structure Unisonge. Si tant est qu'il relève de la structure Unisonge, il faut vraiment que ce soit une pathologie psychiatrique émergente et pas quelqu'un qui est suivi depuis, par exemple, 10 ans. Voilà. Euh, et donc, non, le CEPIA s'arrête à la majorité. D'accord, merci. Et justement, par rapport à Unisonge, est-ce que ce dispositif est sectorisé aussi? Alors, le CEPIA est sectorisé, Unisonge, on va dire, est territorial, c'est-à-dire qu'il accueille les patients de 17 à 25 ans qui relèvent de notre secteur, comme le CEPIA, et on y ajoute tous les étudiants qui sont inscrits à l'université Paris-Saclay, qu'ils habitent ou pas sur le secteur. Donc c'est, on va dire, sur un territoire donné, Merci. et des étudiants Paris-Saclay. Comment cela se passe-t-il pour des jeunes qui n'ont plus de parents ou pour les jeunes justement qui sont confiés à l'ASE? Ah, ben alors là, on a toute une autre offre de soins. Alors, d'une part, ils peuvent accéder aux soins exactement comme les autres, les référents ASE demandent une évaluation au CEPIA et ça, il n'y a aucun problème, hein. C'est pas parce qu'ils sont placés à l'ASE qu'ils sont amputés d'un accès aux soins, hein. Ça, on a beaucoup de patients qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance. Et s'il y a des spécificités ou qu'on considère que c'est pas forcément la psychiatrie qui peut répondre de façon, enfin que la réponse n'est pas forcément celle d'un suivi au CEPIA, et ben on peut avoir déjà une primo-évaluation qui intègre le référent ASE dans cette primo-évaluation via notre équipe mobile TeamPsy, qui est coordonnée par le docteur Justine Levig et d'autres care managers qui là ne sont pas dans la pièce, mais qui font aussi partie du CEPIA. Donc notre équipe mobile TeamSy qui est dédiée aux jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et ou la PJJ est une des branches du CEPIA. Merci. Il va falloir revenir pour une deuxième série, hein, Ouais. pour nous présenter aussi cette équipe. Formidable. Vous avez toujours, en tout cas, On une a toujours réflexion un pour truc dans trouver. la poche, Voilà, quoi. c'est ça, hein, c'est vraiment, vous êtes des magiciennes, hein. Faites-vous des groupes thérapeutiques familiaux si la famille est source de violence psychologique ou physique? Si oui, comment vous vous organisez pour mettre en place un cadre qui est sécurisant pour l'adolescent? Alors, question très complexe et pertinente qui anime d'ailleurs nos échanges récents. Euh, alors, bien évidemment, s'il y a de la violence physique authentique, etc., de toute façon, on a recours à la justice, donc on fait une information préoccupante et ou un signalement direct au procureur, donc ça, c'est la base. Une fois que ceci a été fait, l'évaluation avec notre assistante sociale a été posée, etc., en règle générale, tout dépend de la nature de ce qu'on appelle violence psychique. Si l'on considère vraiment qu'il y a encore une menace qui est très prégnante et importante sur le retentissement fonctionnel du jeune, on a un peu essayé plusieurs modalités. On a besoin d'être plus soutenu par la justice et on est en train, parce que la temporalité de la justice, mais les pauvres, ils sont débordés. Il faudrait qu'on soit missionné par un cadre de la justice pour faire ces groupes-là, probablement. Sinon, on reste dans une posture qui est un peu compliquée
pour faire de la thérapie multifamiliale, par exemple, sur ce sujet-là. Autant vous dire que je n'ai pas de réponse complètement figée, qu'on est en train de réfléchir pour ne pas mettre de côté cette question, mais la temporalité de la justice, qui est celle qu'elle est, ne nous permet pas vraiment de façon sécure et contenante d'organiser pour l'instant aujourd'hui, d'avoir vraiment trouvé, on y réfléchit justement, la réponse la plus judicieuse pour ces situations qui sont dans l'attente normalement d'une prise en charge de type, par exemple, AEMO, etc., qui d'ailleurs n'a pas toujours la disponibilité pour faire ce travail. Donc, évidemment qu'on fait ce travail, mais c'est au cas par cas quand même. C'est au cas par cas. Merci. Une question, dans les situations identifiées en amont par les acteurs du terrain, éducation, associatif, famille, existe-t-il des modalités d'accès direct ou facilité à ce type de dispositif, en dehors du passage systématique par les urgences? Ah oui, alors surtout ne pas passer par les urgences, hein. Les urgences ne devraient pas être le recours aux soins. Il est malheureusement par défaut parfois de connaissance du système ou par certains coquins, hein, qui veulent accélérer, hein, l'accès aux soins et c'est un peu le défaut de notre présence, c'est-à-dire que plus on est présent, parfois il y a un effet pervers au système qui fait que les gens savent qu'on y est et donc du coup peuvent chanter une liste d'attente qui n'est pas non plus très longue, mais pour voilà, dans une espèce de besoin d'immédiateté d'une réponse à intenter. Donc, pour répondre à la question, nous sommes bien connus des services associatifs, scolaires, etc. Et donc, que ce soit nos care managers ou notre secrétariat, il est complètement possible d'appeler pour avoir un aiguillage et une réponse sur quel serait l'accès enfin, le soin, la proposition de premier rendez-vous la plus pertinente. Mmh. Donc, il faut appeler le secrétariat du CEPIA et tout notre secteur est bien au courant du numéro. Fatima peut en témoigner. Donc, oui, on est très connu des infirmières scolaires, des associations qui gèrent sur le terrain de prévention spécialisée, par exemple. Voilà. Merci pour ces précisions parce que c'est vrai que c'est une question qui revenait aussi dans les questions, les commentaires. C'était un peu tout le travail que vous pouviez faire aussi en réseau. Donc là, vous avez aussi la possibilité de diffuser cette information à un large public, à tous les acteurs associatifs. Donc ça, c'est très important. Il y avait aussi une question sur la prise en soin. Est-elle possible aussi pour des personnes allophones? Alors, bah, oui, nous, on n'exclut personne. C'est honnêtement, il n'y a aucun souci. C'est juste que bah, on devra composer. Donc après, tout dépend du registre. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut nous aider? Mmh. Oui, Bon. vous trouvez avec votre boîte à outils qui est extensible, vous trouvez toujours les bons plans, vous trouvez là toujours une personne ressource, hein, parce que vous êtes Non, vraiment un mais comme on dispositif n'est pas ressource, hein. complètement strict sur la personne qui accompagne, par exemple, hein, Ben oui, c'est bien là où sûr. il faut qu'on jongle Oui, mais évidemment qu'on n'est pas. On est un hôpital public, hein, donc bien sûr, bien sûr. ouvert à tout le monde. Pouvez-vous nous donner quelques exemples des besoins des familles? Alors, les familles, elles ont besoin qu'on leur explique pourquoi leur enfant a un geste ou a des idées noires. Souvent, ils n'arrivent pas à comprendre euh, pourquoi en arriver là. C'est-à-dire que l'expression d'idéation suicidaire, c'est souvent quand même vécu comme, d'ailleurs c'est fait pour, à mon avis, dans pas mal de situations, comme un signal d'alerte qui a un effet un peu bombe nucléaire, quoi. Donc devant quand ils reçoivent cette information-là qui les remet en question, ils ont besoin d'être rassurés d'une part sur le fait qu'ils ne sont pas responsables
de la fragilité psychiatrique de leur enfant, que on n'est pas responsable, les familles ne sont pas responsables, mais elles ont un rôle à jouer. Voilà. Donc elles ont un rôle à jouer et on essaye de les aiguiller sur quel type de rôle elles peuvent jouer. Et deuxièmement, il n'y a pas d'explication causale, elles sont souvent à la recherche d'une cause. Il faudrait trouver la cause. Dans quelle mesure, comment se fait-il que, voilà, est-ce que c'est parce que il y a eu du harcèlement ou parce que son petit ami lui a dit ça, etc. Ça serait trop simple. Et donc, elles ont besoin qu'on leur explique et qu'on mette des mots simples sur ce qui se passe et pour expliquer que bah, malheureusement, souvent, c'est plus compliqué que ça, comme on dit, mais aller plus loin que le fameux c'est plus compliqué que ça et justement être le traducteur de ce qui se passe pour leur enfant dans la mesure du possible avec une accessibilité du vocabulaire, en fait, enfin un vocabulaire accessible. Ce qui est le mouvement user-friendly de l'intervention précoce, il prône aussi vraiment un psychiatre qui est accessible, un psychiatre et une équipe qui sont compréhensibles. Et donc ça, les familles, dès qu'on leur explique et qu'ils sentent qu'en fait, on en voit beaucoup et que donc voilà, on déstigmatise, on dédramatise. Mais si on doit dramatiser à un moment donné parce qu'on pense que c'est très grave et qu'ils n'ont pas compris, on ose le dire aussi. Donc, à mon avis, les premières, je ne sais pas si vous avez rajouté quelque chose sur les attentes des familles, mais c'est traduction et sur l'explication, alors que parfois, bah, c'est effectivement, on est obligé de mettre de la complexité dans ce schéma où ils aimeraient qu'on puisse résoudre un problème. Voilà. Bon, d'autres ne sont pas là-dedans, hein, mais Mais c'est vrai que cette dimension de l'accessibilité, elle est vraiment très intéressante parce que bien souvent, on voit que quand on parle on nomme un médecin psychiatre, même un psychologue, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées oui. reçues, de fantasmes. Donc là, vraiment, ça donne aussi de l'accessibilité et de la compréhension. Et puis, c'est déculpabilisant aussi, puisque vous faites cette pédagogie, quelque part aussi, de ce qui se passe peut-être dans l'adolescence, les problématiques, d'aborder les choses d'une manière très accessible. Donc c'est vraiment aussi, certainement très soutenant pour la famille. Merci beaucoup. Dans le chat, vous allez retrouver aussi des informations de l'UNAFAM qui propose, notamment des groupes aussi pour les jeunes et les familles. Donc là, vous allez retrouver tout ça. Je ne vais pas vous relire complètement les éléments, mais vous allez les retrouver, puis on vous les partagera si vous le souhaitez. Il y a une question un peu plus précise que je vais lire complètement. Que se passe-t-il après les 3 semaines? Le jeune va-t-il pouvoir être suivi en CMP tout de suite après? Votre dispositif a-t-il permis d'avoir à la pédopsie du secteur plus de moyens? Sur mon département de rattachement, les délais pour un premier rendez-vous en CMP ou en CMPP est de plusieurs années. 1, 2, voire 3 ans. Donc, difficile de proposer une intervention précoce, malheureusement. Ça, c'est vraiment un constat qu'on a aussi régulièrement dans nos dispositifs. Oui, alors, il y a un malentendu, nous sommes le CMP. Donc, le gros malentendu de base, c'est que, et c'est ça peut-être qu'on a des noms un peu poète-poète, CEPIA, PU, mais en fait, nous sommes un CMP dans lequel nous avions des moyens euh, multidisciplinaires et que nous avons organisé de manière à offrir cette offre de soins qu'est le PU. Donc, quand le CEPIA, c'est le CMP ado du groupe hospitalier d'Aresol. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeune-là, quand il est sur le PU, c'est qu'il est déjà dans notre CMP. Enfin, il est déjà, de fait, il se retrouve dans le CMP. Ça ne veut pas dire, enfin, dans le CMP au sens, il est intégré dans les soins de la grande casquette CMP. Donc, le CEPIA, on pourrait l'imaginer comme un grand CMP où dedans, il y a le PU, il y a l'équipe mobile ASE-PJJ, il y a des groupes thérapeutiques un petit peu comme un CATTP, il y a l'équipe de liaison aux urgences pédiatriques. Nous sommes un tout. Et il y a nos consultations individuelles, médicales, psychothérapeutiques, etc. Donc tout ça est un tout et le PU est une offre de soins de crise au sein du CMP. Donc c'est au CMP
de se réorganiser avec des moyens supplémentaires médicaux, enfin paramédicaux éventuellement. Vous voyez, on a une IPA, on a une infirmière aux urgences de liaison pédopsie. Ça aide beaucoup, par exemple, sur la question des urgences. Mais il faut imaginer qu'on est tous ensemble. C'est pas le CMP dans un coin et on développe, sorti du chapeau, un PU au milieu qui va faire la régule. Ça, en effet, ça marche beaucoup moins bien. C'est bien le souci qu'ont d'autres dispositifs où ils dissocient la crise du reste. Nous, elle n'est pas dissociée sur le plan institutionnel, elle est dissociée sur le plan d'une période de soins. Mais ce sont les mêmes acteurs. Moi, je suis en CMP des jeunes. Mes collègues que vous avez vus, Lucille et Noémie, et d'autres collègues suivent des jeunes en psychothérapie individuelle et en groupe thérapeutique à l'année. Mes collègues care managers ont une file active de patients qu'elles suivent qui sont moins aigus, avec un care manager management moins intensif que pendant le PU, et elles suivent ces jeunes après ou avant d'ailleurs un PU. Donc, le temps qu'il faut. Donc, ces jeunes-là, ils sont suivis au même endroit. Donc, c'est le fait de ne pas, encore une fois, dissocier ni le personnel, ni le lieu de prise en compte de cette crise. Mais cette crise, c'est pas l'affaire des autres. Et le problème de la mort des CNP, moi, je pense, c'est qu'ils sont débordés par la crise. Ils ne savent plus par quel bout la prendre. Parce qu'en fait, vous me parlez des allophones. Bah oui, les allophones, ils viennent. Vous me parlez, vous voyez, en fait, la crise doit être gérée dans le CMP pour moi. Et réorganisée dès le CMP et en lien avec une équipe qui est rattachée à des urgences s'il y a vraiment besoin de passer par les urgences. Mais imaginez qu'un dispositif, à un moment donné, déconnecté de tout ça, parce que nous, on n'a pas besoin d'aller se faire 40 000 transmissions, on déjeune ensemble. Les réunions, elles sont sur site. Donc, s'il y a un jeune en CMP qui va pas bien, qui doit aller sur le PU, comme vous le dites, bah, il y va, sans passer par les urgences. De la même manière qu'à la fin de la prise en charge du PU, si on pense qu'il relève d'une prise en charge secteur, bah, il reste avec les mêmes. C'est le même médecin qui était mobilisé sur le PU et qui fait son astreinte là régulièrement, qui va garder le jeune au CEPIA en suivi. Donc, nous, on n'a pas 2 ans d'attente parce que, en fait, le modèle fait qu'il y a une il y a une richesse d'offres de soins qui fait que chacun fait un peu de tout. Pas de tout, ça reste de l'adolescent et de la psychopatho, hein, mais de la réactivité et participe à une offre graduée. Mais ce sont les mêmes personnes, du coup, qui interagissent, qui se connaissent, d'où le fait que je pense que c'est important que ce soit, quand je dis familial, au sens familial du terme, on l'appelle comme on veut, hein, provincial, familial, régional, mais en tous les cas, que les gens se connaissent. Et donc, du coup, non, on n'a pas un CMP auquel on adresse. Merci, c'est très important ce que vous Très avez dit clair. parce que là, on voit bien aussi cette grande maison, c'est en fait ce système qui transforme, en fait, qui est vraiment un espace ressource au final. C'est vraiment le lieu ressource et ensuite, en fonction des besoins du jeune, voilà, il va y avoir un appui et ça, c'est vraiment très important. Je vois que le temps passe. Alors, il y a encore d'autres Ouais. commentaires, questions. Il y avait, alors peut-être que je trouve que ça a été quand même assez précis, mais il y avait pas mal de questions sur le poste de care manager, la différence avec les éducateurs spécialisés, etc. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots Et les ou formations aussi. voilà, sur les formations et Le ça care c'est man- revenu plusieurs fois. le care manager peut être infirmière, éducatrice spécialisée, assistante sociale. Il fallait, le poste, c'était sur le CMP. On n'a pas besoin d'être formé, mais c'est vraiment bien si on a déjà travaillé en hospitalisation, déjà travaillé assez longtemps pour avoir les cliniques. C'est assez difficile d'avoir cette autonomie et cette capacité de transmettre les infos avec toute les angoisses de famille qui nous vient. Donc, c'est une expérience et aussi formation, pas care management. Pas que care manager, mais Mais, par il y a exemple, moi, je fais le DU d'IPEJAD. et aussi, il y a les autres formations, je fais la formation mentalisation. Donc, c'est vraiment d'être motivé pour être formé et d'avoir aussi cette connaissance déjà, je pense, de clinique et capacité de transmettre les cliniques. Donc, oui, à la base, c'est l'hôpital public, je suis infirmière. Ouais.
sur le poste, Mais le corpus de connaissances, le fait de C'est- comprendre les autoquestionnaires, pourquoi on les passe, Oui. etc. il faut être formé aussi. Et on a un enseignement aussi dans le service. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la notion d'intervention précoce et le contenu du DU est dilué dans les interstices. Il y a des masterclass de care management qui existent sur le site du réseau de l'Institut de psychiatrie. Il y a le DU, donc on a des soignants qui ont fait le DU, d'autres qui ont assisté à des formations de masterclass du de case management, mais surtout, effectivement, enfin pas surtout, mais euh, il y a tout le contenu du DU qui est dilué au fil des enseignements. Voilà, tout ce qu'on a vu du staging, ce qu'on a vu de la posture du care manager, tout ce qu'on a mis en place comme auto-questionnaire, etc. Tout ça, ça émane du fait qu'on soit dans le réseau de transition de l'Institut de psychiatrie comme centre régional. Donc, voilà, c'est une dynamique qui se crée aussi via ce réseau. Merci. Une peut-être dernière question qui est très technique, qui est comment le CEPIA se positionne par rapport au DDCA. Le DDCEA. DDCEA, oui. Alors, qu'est-ce Eh que c'est que bien, le DDCEA déjà? le DDCEA dépend de l'hôpital psychiatrique, le PSM Barthélémy-Durand, qui est donc un autre hôpital psychiatrique du 91 dans l'Essonne. Et le DDCEA est un dispositif départemental de crise pour l'enfant et l'adolescent, un truc comme ça. Le DDCEA a pour mission en quoi le CEPIA et le DDCEA, en fait, c'est une variante du PU avec la difficulté, enfin, plutôt pour des jeunes qui sont du côté de Barthélémy-Durand, donc sur un autre secteur. Et c'est pas comme nous, ça veut dire que nous, voilà, en fin de DDCEA, justement, ils peuvent avoir le problème le problème qui a été cité auparavant, comment vous faites en fin de PU. Nous, je vous ai dit, en fin de PU, il n'y a pas de problème. Parce que justement, le PU a vocation à co-construire un projet de soins que l'on sait pouvoir porter. On n'est pas en train de dire il n'y a qu'un faucon. Donc, dans cette proposition de soins du PU, à la fin, l'aval, c'est nous. Donc l'idée, c'est pas de dire qu'on fait tout, mais il s'avère qu'on s'est structuré de manière à pouvoir faire la crise. Et le DDCEA, c'est différent. Il a un territoire qui est moins sectorisé sur le papier. Néanmoins, il n'a aucun engagement d'aval. C'est-à-dire qu'il va faire une prise en charge intensive, multidisciplinaire, avec des soignants, etc. Mais il n'y a pas la notion de care management et de fil rouge de la famille et du patient avec un début et enfin justement, il y a une fin au DDCEA, qui est une vraie fin, là où nous, il y a une continuité. Et donc, en fait, l'idée n'est pas de s'opposer, mais quand même, ce n'est pas exactement la même organisation des soins et engagement dans la situation clinique. Oui. Ok, merci beaucoup. Je pense que là, on va conclure parce que c'est vrai que l'heure passe. Je pensais justement en vous écoutant que la crise n'est pas seulement un moment de danger, comme vous l'avez dit, c'est aussi une opportunité de transformation au final pour l'équipe, pour les familles, pour les jeunes, pour le réseau, aussi beaucoup plus large, au-delà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et puis, j'avais envie de vous remercier aussi pour votre énergie, toute la réflexion, l'humanité que vous avez apportée aussi à cette présentation et Ouais. pour la capacité à faire du lien, à penser ensemble, à transformer la crise en espace de soins partagés. Ça, je trouve que c'est vraiment un vrai modèle que vous nous avez présenté et on vous remercie beaucoup. Vous allez retrouver sur cette slide justement l'adresse mail du secrétariat CEPIA. Donc,
Pour les personnes qui avaient peut-être aussi d'autres questions, des commentaires, n'hésitez pas aussi à noter cette adresse pour pouvoir aussi y répondre. Enfin, voilà, vous pourrez peut-être y répondre. Et puis, vous connaissez aussi l'adresse du CAPSI, qui peut être aussi la boîte contact. Si on a voilà, des retours, on pourra vous les transmettre Faut les aussi à relayer, toute ouais. l'équipe. Peut-être le dernier petit mot d'une dame dans le chat, Carmen, Claudine, qui dit quel dommage que mon fils et moi-même, sa mère, n'ayons pas rencontré à l'époque une telle équipe et un tel protocole, pourvu cette façon d'agir se démultiplie partout en France. Donc je pense que le message est Très passé gentil, hein. et effectivement c'est très inspirant. Ça nous touche Euh, beaucoup en tous les cas. ouais, c'est effectivement. Enfin, je pense que si ça pouvait, ce modèle s'aimer sur d'autres territoires pour que ça aille au-delà de l'Essonne, ce serait bien. Merci en tout cas Grand pour merci cette de votre présentation. invitation. Nous sommes ravis d'avoir pu communiquer et ça nous permet aussi d'avoir restructuré un petit peu notre réflexion sur ce qu'on fait c'est toujours intéressant de s'arrêter un temps pour se remettre en tête pourquoi on a fait ça, comment on fonctionne et quelles sont les prochaines étapes. Bien, Eh ben, merci. Un grand merci à vous. merci, Au merci. Et puis, on revoir. Au va vous revoir. suivre, hein. On continue à vous suivre et n'hésitez pas à Et continuer à merci être à aussi toutes les filles inventif. de TLC. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.